Tom. Alain Yodje. Ok, Alain Yodje. Bon, vas-y. Alain Yodje. Hein? Et puis, vous le connaissez. Aïe? Ok, comme il voulait qu'on dort, mais il voulait confier. Ok. Je sais que là, tu es perdu. Ouais, là, je comprends pas. Super. Non, on va aller dans un format un peu plus spécial. D'accord. On va aller cette fois-ci en français pour te faciliter la tâche. D'accord. Parce que tu es notre invité. Notre invité spécial. Voilà. Merci. Là, tu es dans le podcast Agnafo. Ok. Le podcast qui dit tout, qui ne fait pas de mytho-telling ni de paflo-telling, D'accord. comme on le voit très souvent. On dira tout de façon crue D'accord. et directe. C'est compris. Super. Are you ready? I'm ready. Yes. Générique. Alain, bienvenue. Merci. Pour commencer, peux-tu nous rencontrer ton parcours? Comment tu es passé du rap à la com digitale? Et quel a été ton déclic pour tout ce qui est blogging et le branding en un mot? Ok. Bon, c'est un peu long, mais je vais essayer de résumer. D'accord. Disons qu'il y a quelques années, moi j'étais rappeur, donc au début des années 2010, fin des années 2000, j'étais rappeur, très passionné par le rap et je voulais apprendre à communiquer mes œuvres de rap. Donc je me suis dit la communication serait une bonne opportunité. Après avoir fait 2 ans en sciences éco, donc à l'université de Douala, j'ai jugé bon. Par la suite, après m'être lancé dans la vie active, j'ai jugé bon qu'il valait mieux que je fasse communication parce que je trouve que la communication était vraiment non seulement le carrefour de mes ambitions, mais l'environnement dans lequel je pourrais facilement me retrouver. Donc c'est comme ça que je vais faire communication pour apprendre à communiquer mes œuvres rap. J'apprends à travers la communication par la radio, j'apprends à travers la communication plus tard par le numérique parce que petit à petit, il y a des projets qui venaient. Et même mes propres projets, je me souviens qu'à l'époque, nous, on chargeait les sons sur Internet, sur des blogs Skyrock, sur Hulkshare, sur Reverbenation, sur SoundCloud. Donc, c'est comme ça que petit à petit, je me suis frotté à l'univers de la communication et surtout digital. J'ai créé mon compte Facebook en 2008 et en 2010, il a commencé vraiment à être nécessaire. À l'époque, on n'avait pas les portables d'aujourd'hui tout ouvert, là où on a tout l'univers Facebook. Facebook, d'ailleurs, même pour se connecter, ce n'était pas chose évidente. Donc, nous, on allait dans les cyberlinks, on prenait les connexions et on faisait l'effort de charger tout ce qu'on avait à charger pendant 2 heures de temps, on ressortait. Donc, je me suis frotté à cela et j'ai été passionné. Quand je me suis lancé plus tard à l'université dans l'événementiel, j'ai vraiment, senti le besoin de communiquer mes œuvres par le numérique. Parce que lorsqu'on a un événement, même si j'étais à l'université assez populaire, je voulais quand même toucher plus de personnes. Et le numérique était vraiment l'occasion de ça, disons les réseaux sociaux. C'est comme ça que j'ai appris, je me suis formé. Et plus tard, un projet est venu, puisque j'étais consultant déjà à l'université. Donc nous, on était des étudiants populaires. Ce qui se passait, c'est que l'administration, les facultés, lorsqu'ils avaient besoin de faire un bon événement, ils venaient vers nous. Donc, il y a un projet national qui était arrivé à l'université de Douala et la promotrice, elle m'a rencontré et elle a bien voulu que je l'accompagne dessus. En cherchant des solutions, je suis tombé sur ce qu'on appelle community management et je ne vais pas dire que c'est un hasard, mais ça a été une occasion par laquelle j'ai commencé à me développer en termes de community management. Là, j'ai commencé des lectures, j'ai appris et finalement, je suis devenu community manager. Quittant maintenant de là, comme je le raconte toujours, je suis allé un jour à un forum, le forum des blogueurs qu'une blogueuse de l'époque organisait en 2015. Et là, je vois les blogueurs, je vois comment ils écrivent. C'est venu vraiment comme un déclic et je me suis dit non, là, je dois me lancer. C'est comme ça que le lendemain, sortant de là, je suis allé, j'ai créé un blog, j'ai écrit mon premier article. Et plus tard, j'ai vu que le blogging pouvait être une occasion pour moi. J'ai commencé à bloguer, ainsi de suite. Voilà. D'accord. C'est un parcours mixte. Yes. Il a quitté d'un profil à un autre, Ouais. d'économiste à, comment je vais dire, à Communicant. de communicant à blogueur, de blogueur. Non, de rappeur d'abord. De rappeur ou de studio avec les punchlines. C'est retrouvé voilà, dans tout ce qui est événementiel en fait, Exactement. au niveau de la fac. Et c'est vraiment un parcours vraiment assez mixte. Ouais. Mais tu n'as pas touché encore le volet du branding. Parce que branding. du blogging, il y a aussi le branding. Ouais. C'est quand on regarde
ton profil. Ton profil, tes différents comptes sur tes plateformes. Tu es conférencier, tu fais du marketing d'influence, tu fais du branding, tu fais du personal branding, tu crées des contenus, tu as plusieurs casquettes en même temps. Maintenant, en fait, après le blogging, en fait, comment tu t'es intéressé au branding? Pourquoi? Bon, est-ce que je me suis strictement intéressé au branding? Je pense que c'est toujours la continuité de la communication. Si c'est pour, je vais commencer par répondre d'abord pourquoi. Parce que c'était une nécessité. On ne peut pas bien communiquer sans construire une bonne stratégie de branding. Donc, je pense qu'à partir de là, dès que j'ai commencé à dire je veux devenir tel, je veux faire telle chose, j'ai commencé à penser branding. Parce que je me suis dit qui je veux devenir. Et ce profil-là, je l'ai fabriqué ou alors je l'ai développé. À un moment, après m'être lancé dans le blogging, je me suis dit, puisque c'est une opportunité, ce que je vais faire, c'est que je vais voir comment créer un modèle économique derrière. Et en cherchant des solutions, je me suis dit le meilleur modèle économique, c'est de me positionner en tant qu'entrepreneur et propriétaire de médias. Donc là, je suis passé du simple blogueur à celui qui était entrepreneur, porteur de projet, qui voulait monter un média. En 2017, je me rappelle, j'ai lancé mon média Voilà Moi. Et en le lançant, la stratégie était simple, c'est que j'ai pris des entreprises de tout le Cameroun, du moins celles que j'ai pu recenser, je les ai mis dans une salle à l'Institut français et je leur ai dit, voici la vision, voici ce qu'on peut faire avec la musique, voici ce que ça peut générer comme économie et voici ce que moi je pense que je peux vous apporter comme solution. En ce moment, ce n'était plus seulement le gars qui écrivait et qui faisait des critiques, qui parlait, mais c'était aussi celui qui voulait faire du business, faire de l'argent. Donc là, le positionnement a changé. Et derrière, bon, n'a pas changé, mais disons, c'est amélioré. Derrière, la solution qui devait accompagner tout ça au-delà du média, c'était une agence. Donc, j'ai donc créé Voilà Moi Consulting. J'ai nourri vraiment le projet en 2016 et en début 2017, j'ai lancé tout ça. J'ai mis sur pied mon agence en tant que consultant. Consultant de façon générale en communication, mais particulièrement en communication digitale et spécifiquement dans ce que j'appelle le creative marketing. Donc, c'est comme ça que je suis devenu consultant pour des marques au fur et à mesure. Et l'équation a été surtout, si on va parler de branding, de réussir à mêler tout cela. Parce que dans un environnement où ces choses n'étaient pas encore autant connues qu'aujourd'hui, il fallait crédibiliser, il fallait donner une image de quelqu'un qui donne espoir, en qui on peut croire. Vous savez comment dans les milieux d'entrepreneurs c'est. Donc, on ne vient pas toujours avec la culotte, même si j'aime bien porter mes culottes. Voilà. Donc, il y avait des moments où il fallait arriver à un moment, changer un peu sa personne. Je me suis dit, je vais créer un profil sur les réseaux sociaux. Et ce profil-là, à l'époque, ma page s'appelait Atom Blogger. Quand je l'ai créé, je me suis défini bien l'image que je voulais donner. J'ai choisi mes sujets. La musique, c'était mon sujet. J'en parlais constamment. L'espoir, c'était mon sujet. Autre chose, c'était l'entrepreneuriat. Et la dernière, c'était le marketing. Donc, voilà comment le personnage Atom Blogger est né sur les réseaux sociaux. Maintenant, dans la démarche, c'était aussi beaucoup d'articles poignants. Parce que moi, je suis quelqu'un, quand je donne mon opinion, je vais la défendre jusqu'au bout. Que les gens soient d'accord ou qu'ils ne soient pas d'accord, je vais la défendre. Et mon positionnement en tant que critique de musique au Cameroun m'a vraiment valu cela. C'est que quand je dis quelque chose, en général, les gens viennent essayer de me contredire, mais au final, je dame toujours le pion. C'est d'où j'ai bâti ma crédibilité. Et le branding d'Atom, finalement, c'était quelqu'un qui, lorsqu'il veut critiquer quelque chose, son avis est pertinent. Ça, c'est le positionnement que j'ai pris. Le branding d'Atom, c'était que lorsqu'on veut développer une marque, même si elle fait déjà bien les choses, si on veut apporter de la valeur ajoutée, on peut contacter Atom, il va trouver une solution. Ça, c'est comme ça que j'ai évolué. Voilà. Atom la solution. Atom la solution. Et justement, le slogan de Voilà Moi Consulting, mon entreprise, c'était « Votre marque se démarque ». Ok. Voilà. Très intéressant. Très intéressant, c'est original. Je pense que tu as beaucoup de choses à dire encore, hein, parce qu'on vient de rentrer dans un débat de haut niveau. C'est ça. En fait, il a parlé de personal branding, ce qui me ramène à plusieurs questions. D'où l'une des premières, c'est pour quelqu'un qui vient de commencer, qui veut réellement se bâtir un bon personal branding, comment est-ce qu'il doit s'y prendre? Est-ce que tu as des recommandations qu'il devrait respecter pour réellement se bâtir cette réputation, cette bonne réputation, j'allais dire? Bon, je crois que tout commence par une analyse. D'accord. J'aime le dire, le meilleur branding, c'est celui de la vérité. Okay. Parce que si tu t'étouffes trop, tu vas être comme nos stars, tu vas finir comme Ariana Grande. Elle n'était pas elle.
Donc, au final, elle est devenue mince comme ça, chétive, tu vois, parce qu'on l'a fabriquée, mais ce n'était pas vraiment ce qui sortait de sa vraie personne. Ok. Donc, il faut d'abord rechercher la vérité. Et rechercher la vérité, c'est accepter ses faiblesses, ses forces, comme on le dit souvent. Analyser maintenant l'environnement dans lequel on est et se dire, je commence par quoi. Il faut reconnaître que tes moyens peuvent être limités. Tu peux avoir besoin d'un branding qui nécessite une super caméra, mais au départ, tu n'as qu'un petit portable. En ce moment, tu dois optimiser et faire avec le portable ce qu'il y a de mieux. Je crois que les plus jeunes ont compris ça aujourd'hui d'une certaine façon, même s'ils font un peu de désordre. Donc, pour une personne qui veut se positionner, je pense qu'il faut d'abord que la personne ait bien défini son ambition, son projet. Deuxièmement, que la personne regarde ce qu'elle a comme moyen, comme opportunité. Troisièmement, si on parle de personal branding en ligne particulièrement, il faut que la personne apprenne comment fonctionnent les réseaux sociaux. Après avoir compris comment fonctionnent les réseaux sociaux, et observer suffisamment l'environnement, la personne peut se lancer et se dire, voilà sur quoi je me positionne. J'ai dit tout à l'heure qu'en ce qui me concerne, par exemple, j'avais mes sujets, dont mes sujets étaient bien définis. Quand je suis venu, j'ai dit, je passe par la musique parce que c'est ce que j'aime. Et moi, c'est ma vérité. C'est que j'aime vraiment la musique. Je voulais vraiment critiquer la musique. Et c'était quelque chose que j'ai juste pris la peine de bien polir. Maintenant, il y a le relationnel aussi qui est important. Moi, je dis toujours, si on veut se positionner sur le numérique, ce n'est pas parce que c'est numérique qu'on ne doit pas interagir avec les autres. C'est ce que les gens oublient parfois. Tu veux être sur les réseaux sociaux parce que tu as suivi peut-être un atelier de Ben, il a dit il faut publier constamment. Toi, tu publies constamment. Tu publies auprès de qui? Tu ne réponds jamais aux commentaires. Tu ne réponds jamais aux commentaires des autres. Donc, c'est tout ça en fait parce que tu dois te dire sur la toile, je bâtis aussi ma propre toile. Et je pense qu'aujourd'hui, à l'ère d'Internet, les choses sont assez ouvertes, les algorithmes facilitent beaucoup. Si tu choisis ta plateforme en te disant, je suis par exemple sur Instagram, sur TikTok, tu dois comprendre comment ça fonctionne et essayer de t'adapter à l'algorithme, premièrement, mais aussi fournir à la cible que tu recherches le contenu dont il a besoin ou alors fournir le contenu qui peut attirer la cible dont tu as besoin. Donc, pour quelqu'un qui est entrepreneur, qui est en train de se lancer, moi, je dirais qu'il n'y a pas forcément une formule stricte magique. L'idée, c'est vraiment de s'analyser soi-même et de voir par quoi commencer en fonction de ces éléments disponibles actuellement. Moi, à l'époque, j'avais un petit portable. J'ai créé un concept qui s'appelait à l'époque la selfie interview. J'avais un portable techno. Donc, moi, ce que je faisais, c'est que quoi? Première étape, j'ai fait un bon shooting. D'abord, quand même, pour refléter quelque chose sur la page. Et comme je l'avais expliqué à Bama Connect, mon truc phare sur mon shooting, c'était le sourire. Deuxième truc, le sujet, c'était d'abord de raconter mon parcours parce que moi, je viens vraiment d'en bas et chez moi, les gens ont vu mon parcours, les gens croient beaucoup en moi. Donc, c'était de raconter un peu de ce parcours-là. Troisièmement, c'était de créer des concepts. Et le premier, puisque je devais être dans le média et j'avais misé sur ma face, il fallait donc que je crée un concept et j'ai créé des selfie interviews. Quand Salacel avait conseil quelque part, je pars, je croise Salacel, je viens avec mon portable là et la canne, je fais la petite interview. Quand Sojib, quand Ténor, je prenais chacun en selfie interview. C'était comme ça. Et ça m'a valu finalement de quand même, comment dire, avoir mon image un peu présente sur les réseaux sociaux. Du moins plus présente. Je faisais des articles aussi. J'avais ma discipline. C'est pas parce que j'ai dit que je vais faire du contenu que je vais publier n'importe comment. Ceux qui m'ont connu à l'époque savent que le matin, quand tu te réveilles, il y a un article d'Atome. C'était comme ça chaque jour. Donc, je réveillais les gens avec mon contenu. Et ça m'a permis vraiment de me positionner. Ce ne serait pas forcément la même chose pour un entrepreneur dans l'agricole. Ce ne sera pas la même chose pour un entrepreneur dans la cosmétique. Mais je crois qu'en fonction de ce que tu as, tu dois savoir quelle méthode employer. Voilà, c'est ça. Pourquoi j'ai l'impression que dans cette dernière partie-là, c'est indirectement pour dire si quelqu'un veut un coaching particulier, un accompagnement particulier, il est disponible. En même temps. N'est-ce pas? Voilà, c'est ce que nous faisons aussi parce qu'au-delà de nous, on accompagne les autres. Il est disponible, mais aussi on a notre pourcentage dessus. Voilà. Nous allons faire de la mise en relation. Si la personne paye bien, ça va. Ici, on va dire droit de Kenyana. Des Kenyana. Donc, tu vois, il y a deux mots qui ont été évoqués. Il y a Bama Connect, il y a du bas vers le haut. Non, trois, je dirais même. Et la troisième expression, c'est contenu consommé. Je souhaiterais d'abord qu'on aille sur Bama Connect. Oui. Et après, on va revenir sur la consommation de contenu. Parce que j'ai une question un peu poignante par rapport à ça. D'accord. Bama Connect, c'est quoi? Moi, je sais. Ben sait.
mais les autres ne le savent pas forcément. Bama Connect, c'est quoi? D'accord. Et qu'est-ce qu'on doit retenir de Bama Connect? D'accord. Disons que Bama Connect, c'est une plateforme qui a été créée dans le but de... J'aime prendre ces 3 mots, j'insiste vraiment dessus, transmettre, inspirer, connecter. Mais on a choisi l'axe du digital. Pourquoi? Parce qu'en ayant analysé, aujourd'hui, il y a vraiment un besoin d'imprégnation et de connaissances autour du numérique, particulièrement des réseaux sociaux. Donc, l'événement a été conçu sous l'idée de transmettre des connaissances en termes de communication digitale, accompagner, coacher les participants. J'ai eu la grâce d'accompagner, du moins, je ne sais pas si c'est eux qui m'accompagnent, finalement, c'est moi qui les accompagne. Donc, on est en collaboration avec Bet223 qui accompagne l'événement. Et dans ce sens-là, on a créé cette plateforme-là qui a réuni quelques personnes dernièrement au Mali et on a fait de bons ateliers. D'ailleurs, vous étiez parmi. Effectivement. Donc, Bamako Connect, maintenant, c'est simplement l'association de Bamako et Connect. Ok. Voilà, donc il y a Bamako et Connecté. Et le côté connecté, vraiment, c'est cette époque que nous vivons. Nous sommes en ligne. Et vu qu'on est en ligne et qu'on est connecté, qu'est-ce qu'on en fait? Moi, je pense que les intelligences que nous avons rassemblées ont permis à un certain nombre de personnes de comprendre qu'elles peuvent mieux faire lorsqu'elles sont en ligne. Maintenant, ce genre de plateforme, la perspective, c'est de coacher. La perspective, c'est d'encadrer. Mais la perspective, surtout, c'est qu'on ait un Mali meilleur. Je crois qu'à chaque fois qu'on fait ce genre d'initiative, les gens sont inspirés. Il y a des personnes pour qui ça va être le déclic. Il y a des personnes qui vont trouver leur passion. Il y a des personnes qui voulaient commencer, mais ils avaient peut-être de l'hésitation. Et ce jour-là, ils se sont décidés. Donc, je pense que ça a été, comment on dit, un impulseur, un levier. Et comme j'aime le dire souvent, je crois que Bet223 a fait le bon pari. Parce qu'ils parient souvent, mais ici, les gens parient souvent sur leur plateforme. Mais là, ils ont parié sur le numérique. Voilà. Ils ont parié sur le numérique. Oui. Mais quitter le Cameroun oui. jusqu'au Mali, ça, c'est un long trajet selon moi. Ouais, c'est des, tu vois? C'est des centaines et des centaines de kilomètres. En fait, comment cette connexion-là est née jusqu'à ce que tu quittes le Cameroun pour le Mali? D'accord. Bon, c'est une connexion, disons que la collaboration a commencé depuis. Moi, je suis consultant. Le Mali n'est pas le seul pays où je suis en consultation. Donc, j'ai fait à l'époque le Gabon. J'ai eu quelques consultations dans d'autres pays aussi, mais particulièrement au Cameroun. Et j'ai travaillé avec le groupe PMU à l'époque. À l'époque, nous sommes en 2019. Là-bas, on a travaillé sur un projet qui s'appelait Mon Paris. C'était toujours du creative marketing que je leur proposais. On a fait quelque chose de très bon et j'ai gardé le contact avec mon interlocuteur qui était là-bas. Il est arrivé que l'interlocuteur finalement se retrouve ici au Mali, chez Bet223. Et comme 6 ans sont passés, moi j'ai continué dans ce que je faisais, la formation, l'accompagnement de marque. La personne en question m'a contacté. Il m'a dit, bon voilà, ce serait bien que tu viennes ici. Je crois que tu peux avoir une valeur ajoutée pour mon entreprise, ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Et c'est comme ça que j'arrive au Mali, par ce biais-là. Et finalement, je suis en train de travailler sur ce champ. Donc, Bama Connect s'inscrit justement dans l'idée d'améliorer, on va dire, ou alors de repositionner et de mieux faire avec cette marque-là, Bet223, les choses. Donc, je consulte pour eux, je leur apporte des solutions créatives, je forme les équipes, non seulement en termes de communication digitale, mais aussi en compréhension de tout ce qui est univers numérique. Donc, voilà, je fais le travail de consultant. Apparemment, être consultant, ça te permet de bien voyager, d'être dans de bonnes conditions. Il y a l'argent aussi qui suit en même temps. Bon. Est-ce que l'échec n'est pas... L'échec, il est bien costaud à part. Bon, ça me concerne moi-même. Mais après... Non, mais peut-être que ça va inspirer les jeunes à dire que moi aussi, je serai consultant. Je ne veux pas encourager les gens à être consultants. Pourquoi? Parce que quoi? Parce qu'aujourd'hui, vous savez ça, on a souvent eu des discussions. En tant qu'aîné, il y a des personnes que nous, on dépasse de 5 ans, de 10 ans, pour certains. Certains finissent aujourd'hui, ils veulent déjà en fait, ils finissent l'école et ils veulent déjà se lancer, genre, je vais être consultant. Mais on ne comprend pas encore la vraie valeur du consultant. Le consultant, c'est une personne à valeur ajoutée. OK. C'est-à-dire que quoi? Voilà. Le consultant, ça réside sur 2 choses. Premièrement, c'est une compétence qu'on ne retrouve pas systématiquement. Okay. C'est-à-dire qu'une entreprise peut bien être constituée, elle a son équipe, tout va bien à l'intérieur, mais elle a besoin de quelqu'un ou alors d'un externe qui va lui apporter plus
comment on dit, Clarté. de clarté, de valeur, ou alors qui va l'épauler. Ça ne veut pas dire qu'elle ne connaît pas déjà ce qu'elle fait. Donc, c'est ça le consultant. Ça veut dire que pour être capable d'être consultant, tu dois avoir un poids fort. Ok. De l'expérience. De l'expérience, c'est le deuxième truc que je voulais ajouter. Donc, c'est pas pour te couper la parole. Hein. Donc, Il y a l'expertise et l'expérience. Donc- Parce que quelqu'un peut avoir ses 22 ans, il finit dans sa bonne formation, il a peut-être une connaissance que les autres n'ont pas. Par exemple, suppose que c'est un gars qui est dans les télécoms, mais lui, il a appris un système qui n'est pas connu par tout le monde. Donc, lorsqu'on va le contacter, on va dire, gars, nous, on veut que ce que toi, tu as là, tu nous apportes ça ici. Ça ne veut pas dire que l'entreprise n'a pas d'abord les ressources internes. Sauf que lui, il a de la valeur ajoutée. Maintenant, l'autre consultant, le genre comme les moi-ci, c'est aussi l'expérience. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui savent exactement ce qu'elles font, ce qu'elles sont capables d'apporter. Et voilà. Donc, avant de se lancer pour dire que je vais être consultant, il faut quand même être sûr que j'ai un bon background ou alors j'ai le nécessaire. C'est pour ça que beaucoup partent parfois pêcher les marchés, ça n'arrive pas. Parce qu'eux-mêmes, ils ne sont pas encore constitués. Ou bien qu'ils vont pêcher les marchés et puis ça fait des flops. C'est ça, voilà, ça fait des flops. Parce qu'ils ne sont pas encore bien constitués. Donc moi, je conseille souvent, quand on a fini là, allez même travailler auprès d'un grand frère d'une agence, apprenez d'abord bien de lui, voyez ses procédés, comprenez comment ça se passe. Ce qui fait qu'en voyant sa démarche, vous savez comment est-ce que vous-même vous allez démarcher prochainement. Mais tu viens de sortir, tu n'as même pas encore un seul projet que tu as géré. Tu n'as même pas encore été le community manager d'une vraie entreprise. J'ai dit d'une vraie entreprise, je n'ai pas seulement dit d'une entreprise. Mais c'est toi qui veux déjà, tu as mis la bannière là, je suis consultant. J'aide les entreprises à créer des stratégies de tel. En soi, ce n'est pas mauvais. Et beaucoup disent aujourd'hui dans le monde libre que je suis entrepreneur, je fuis, on veut fuir, on veut la liberté. C'est un peu délicat. On ne se lance pas comme ça. Même un consultant même n'est pas libre. Parce que, en tant que tel. En fait, la petite parenthèse, c'est nous sommes tous dans un groupe commun où tu partages souvent du contenu. Voilà. Mais on se retrouve à avoir des messages à 3 heures du matin, à 4 heures, voilà. ou soit à 5 heures. C'est vrai. Mais en fait, la question à se poser, c'est est-ce que finalement, Alain, il dort? Tu vois? Donc, les gens pensent que quand tu es ton propre chef, tu es ton propre patron, ou tu es entrepreneur, tu peux dormir. Tu peux dormir comme tu veux. Mais quand tu entres, tu vois réellement que ce n'est pas ça. C'est une autre réalité. Être ton propre patron, être entrepreneur, c'est tout un autre challenge en fait. Il ne dit pas son nom. C'est vrai. Moi, quand je créais mon entreprise, comme j'avais fait un post, j'ai dit, en même temps, tu es business developer, tu es obligé de l'être d'abord. En même temps, tu es commercial parce que c'est toi qui vas prospecter. En même temps, tu es communicant. En même temps, tu es le community manager. En même temps, tu es le graphiste parce que tu n'as pas d'employé, c'est toi qui vas faire. En même temps, tu es le vidéaste. En même temps, tu es tellement de choses à la fois. Ce qui fait que tu es le comptable, merci. Voilà. Tu es le coursier aussi. Voilà. Oui. Donc, en fait, tu gères tout. Et quand les gens veulent souvent se lancer, ils ne tiennent pas compte de tout cela. Ça pèse en réalité. Comme on y vient de le dire, tu peux être un consultant, mais tu es plus occupé, alors bien plus occupé que celui qui travaille du matin jusqu'à 18 heures. Parce que tout le temps. Toi, tu gères plusieurs plans. Exactement. L'autre, il n'est focus que sur un seul domaine bien précis. Voilà. Nous, parfois, avec les agences, ça nous arrive. Une agence, quand tu es en tant que client, quand tu as des clients exigeants, tu es obligé de gérer parfois 3 marques, 4 marques à la fois. Tu dois leur répondre. C'est comme ça. Donc, parfois, tu ne dors pas, même quand tu as les équipes. C'est clair. Même quand tu as les équipes, tu es toujours en train de piloter parce que tu dois répondre aux besoins des gens. Donc, en réalité, un consultant, il satisfait aussi d'autres personnes. Sauf que le système, comment on dit, d'échange, de collaboration, ce n'est pas le même, celui de la contrainte. Et parfois, nous aussi, on a besoin de ça parce que, étant un peu plus out, on arrive à manager le temps et trouver quoi faire à quel moment. Voilà. C'est lui qui sait mettre la pression aux gens. Il est là. Non, mais les clients en fait, les papiers sont déjà signés, les clauses sont là. Voilà. Les clients, en fait, c'est pas son problème que vous dormez, vous n'avez pas d'électricité, ni rien. C'est ça. Vous n'avez pas de connexion. Il veut c'est livrable, en fait. Je peux partager une petite expérience. Je travaillais avec MTN, par exemple. J'étais consultant chez eux pour tout ce qui concerne le marketing d'influence, la création de contenu, bref, tout ce que je fais. Quand on a match du Cameroun, parce que MTN est sponsor de la Ligue, ou bien
MTN est sponsor à certains ambassadeurs qui sont des joueurs comme Aboubakar Vincent. On doit suivre le match, même si le match c'est à 23 heures. Et lorsque un but est posté, nous tous, on doit être capable de participer à la réflexion qui va nous faire sortir le visuel qui doit sortir dans moins de 5 minutes, si possible à l'instant. Ce n'est pas quelque chose qui est préparé à l'avance, c'est-à-dire que le match doit nous dire quel est le score. Et le score, là, on doit le publier à l'instant et on doit trouver quelque chose de percutant dessus. Donc, tu as dans le même groupe souvent, le directeur marketing de MTN, il est là. La responsable communication, elle est là. Le digital manager, il est là. Le responsable, le community manager, il est là. Moi qui suis consultant, il est là. Je suis là. L'agence digitale est là avec ses community managers qui sont là. Donc, tout ça, ça participe à l'économie du contenu. Ouais. Et tu vois, en ce moment-là, on ne dort pas. Je me souviens, les matchs de Francine Ngannou, par exemple. Si quand on travaille avec MTN, tu ne peux pas dormir quand Francine Ngannou a match. Okay. Tu ne peux pas. Parce que lui, il va jouer son match, même si c'est en journée chez eux. Ici, chez nous, c'est vers les minuit, 1h. C'est vrai. Et comme il est ambassadeur de la marque et que la marque a investi sur lui, on est obligé d'être en train de réfléchir sur quoi faire rapidement pendant. On doit faire du newsjacking. Donc, il faut que l'actualité, là, pendant que c'est en train d'être fait, on capitalise sur la signature qui a été faite. Et tu vois, là, on doit travailler, même si tu es consultant. En fait, tu viens de citer plusieurs profils pour juste une seule activité. Exactement. Maintenant, j'ai envie de switcher, mais ça va nous faire sauter 1 à 2 questions. Je ne sais pas qu'est-ce que Ben va en penser. Non, mais mets-toi à l'aise. Ta carte blanche. Est-ce que, quand de ton arrivée, d'abord de ton passage au Cameroun, au Gabon et maintenant au Mali, est-ce que tu constates ce même engouement-là en termes de mobilisation de staff pour les events? Non. Non. Sincèrement, non. Non. Maintenant, c'est quoi le défi? Qu'est-ce que toi, tu constates, en fait? Bon, pour le moment, au Gabon, quand même, on a eu une assez bonne mobilisation sur les projets où moi j'ai bossé. Okay. En Côte d'Ivoire aussi, c'est un environnement où les gars sont très dynamiques. Okay. Voilà. Mais pour ce qui concerne le Mali, si c'est pas vraiment ça. Bon, même au Cameroun, c'est pas toutes les entreprises qui sont aussi rapides, tu vois. Donc, nous, quand on bossait avec l'équipe de MTN, c'est un partenaire que j'ai vraiment aimé. Parce qu'on avait presque le même état d'esprit. C'est des personnes qui sont vraiment plongées dans la société de communication et qui aiment la com. Okay. Donc, ça veut dire que c'est une passion, ce challenge-là. On aime le faire tous ensemble. Même quand quelqu'un est occupé, on va toujours trouver le moyen de se retrouver. Nous, là-bas, on bosse à des vitesses où chaque semaine, il peut y avoir 4-5 projets. Et sur tous les projets, vous êtes connectés. Ouais. Donc, toi qui gères le côté marketing d'influence, ce n'est pas parce que tu gères ça que quand on a dit projet, par exemple, de, je ne sais pas, MTN Business, tu n'es pas introduit. Il y a toujours un peu de toi qui va s'introduire là-bas. Mais ici, pour le moment, je n'ai pas encore constaté ça, mais je pense que ça doit être culturel. Ça doit être aussi... Les niveaux d'exigence ne sont pas les mêmes par rapport au genre de challenge qu'on a. Okay. Voilà. Ici, pour l'instant, ce que j'ai remarqué, c'est que ça dort un peu. Ça dort un peu. Les gens se plaisent beaucoup à dormir. C'est vraiment pas pour les inciter. Mais la vitesse là, voilà, il y a trop de confort. Il y a trop de confort. Moi, quand je bosse parfois avec mon client, il y a des moments où je viens mettre la pression. Il dit, il faut qu'on aille vite. Lui-même me dit que, gars, calme-toi, attends d'abord. C'est pas comme ça ici. Mais maintenant, j'essaie de trouver un bon moyen pour faire quoi? Pour impulser et montrer que non, cet environnement-là dans lequel nous travaillons, en fait, c'est un environnement qui va vite. Dernièrement, quand je formais des community managers, moi, je leur ai dit, un community manager qui dort, il dort quoi? Un community manager ne dort pas. Maintenant, c'est de me demander comment est-ce qu'on fait pour ne pas dormir. C'est une question d'organisation. Parce que quand on s'est introduit dans un métier, il faut avoir les tactiques du métier. Oui. Tu vois, ça, moi, je peux publier à 3 heures, mais ça ne veut pas dire que je ne dors pas. Je peux publier à 3 heures. Parfois, les gars ont l'impression que je suis un fantôme. Mais ça s'apprend. Okay. Ça s'apprend. Donc ici, je n'ai pas encore vraiment vu ce rythme-là. Je dirais même jusqu'à parfois les après-événements, les récupérations, il y a beaucoup de contentation. Il y a beaucoup de contentation. Maintenant, je n'ai pas encore observé tout l'environnement, mais du peu que j'ai vu, ce n'est pas la même vitesse. Ok. Il y a beaucoup de confort, on se contente. Il n'y a pas de récupération. Mais je pense que ça va bientôt changer progressivement. Ben, vivement, parce qu'après, le but de tout ce qu'on fait, c'est ça. Tu as parlé d'un mot, marketing d'influence. Oui. Maintenant, je sais que
celui qui adore parler de ça aussi dans ses postes de brand stratégiste. Donc, je pense qu'il est le mieux placé pour pouvoir poser la question, en fait, quoi. Tu me fais cette passe comme ça, là. Non, c'est une passe décisive, quoi. Une passe, donc, je dois marquer. Marque. Donc, moi aussi, je vais donner la balle à notre invité. Ok. Un peu, c'est-à-dire qu'une passe à la Pirlo, quoi. Ok. Donc, Moi, je suis Roger Mila, Samuel Eto'o, on a dit non Messi. Ouais. Ok. Donc, tu prends ça, tu mets ça dans la lucarne, quoi. Envoie la balle. Ok. Ok. Donc, aujourd'hui, en fait, on parle beaucoup d'influence, influenceurs, influence, marketing. Et aussi, c'est devenu aussi un levier puissant pour les marques. Maintenant, selon toi, comment définir un influenceur en 2025? Et qu'est-ce qui le différencie d'un simple créateur de contenu? Parce que on voit tout le temps, on a tout le temps fait cette comparaison, en fait, influenceur, créateur de contenu. Qu'est-ce qui différencie, en fait? Donc, si tu peux vraiment nous détailler ça, D'accord. et voilà, ça me ferait plaisir, quoi, en un mot. D'accord. Je crois qu'il faudrait que les gens viennent aux prochaines éditions de Bama Connect. C'est clair. On en a beaucoup parlé. N'est-ce pas? Oui, oui, oui. Mais toutefois, ce que je pourrais dire, c'est quoi? C'est bien de poser la question par rapport à 2025, parce que le concept a beaucoup évolué. Donc, l'influenceur aujourd'hui est caractérisé, déjà au sens digital, comme une personne qui a une audience. Cette audience-là, d'elle, il ressort une communauté. Ça veut dire qu'il y a un sujet sur lequel il a réussi à se positionner et il a réussi à captiver l'intérêt des gens qui le suivent. Et ces personnes-là sont susceptibles de passer à l'action selon les commandes que lui, il fait. Ce que j'appelle action, c'est quoi? Ça peut être, par exemple, supposons que c'est une personne qui est dans le domaine de l'humour. Par exemple, il crée du contenu humoristique. Lui, il est capable d'amener son audience peut-être à acheter un ticket pour un accès à un spectacle. C'est un exemple. Il est capable peut-être d'amener son audience à acheter des produits dérivés. Il est capable peut-être d'amener son audience à porter une cause, une vision des choses et surtout à créer de l'intérêt autour de ce qu'il fait. Donc là, on parle de communauté. Donc lorsqu'on dit influenceur, c'est qu'il y a une audience à laquelle on s'adresse, mais il y a aussi la communauté. Et pour bâtir cette communauté-là, ça part d'un fait, c'est qu'on crée du contenu. Le contenu, maintenant, c'est un alignement. Le contenu, c'est le sens qu'on donne. Le contenu, c'est notre branding, en fait. Parce qu'à partir de lui, les gens nous définissent et finalement, on crée une audience, une communauté. Mais si on veut aller au-delà de la communauté, je dirais même qu'un bon influenceur, c'est quelqu'un qui a sa tribu. Donc, après la communauté, il y a maintenant la tribu. Parce que la communauté interagit, la communauté manifeste, la communauté peut faire de l'écho. Mais la tribu, c'est celle qui vient et elle part avec toi jusqu'au bout. Donc, un influenceur, je dirais que ça repose sur tout ça. Encore qu'il faut bien s'y construire, on parle bien de réseaux sociaux. Voilà. Maintenant, le thème a beaucoup évolué. Comme je le disais à Bama Connect, l'influenceur, c'est quelqu'un qui, avant 2017, n'existait pas dans le Larousse. Le mot influence existait, mais influenceur n'existait pas. Aujourd'hui, on peut simplement dire que l'influenceur, c'est une personne qui influence. C'est simplement ça. Maintenant, dans la vie réelle, il faut voir en quoi est-ce que la personne influence. Il y a ceux qui sont, par exemple, des célébrités. Ils vont influencer par leur mindset. Ils vont influencer par les tendances qu'ils poussent. Il y a ceux qui sont des autorités. Ils vont influencer par l'autorité qui leur est conférée. Il y a ceux qui sont des guides, des hommes religieux. Ils sont aussi des influenceurs finalement. Mais le sens digital, c'est la première définition. Sauf qu'il faut reconnaître qu'on va petit à petit simplement vers la définition de influenceur, celui qui influence. Petit à petit, on va vers là. Ok. Maintenant, en fait, c'est bien tout ce que tu as défini, c'est dans le bon timing, dans le bon canevas, mais nous avons fait des constats. En fait, aujourd'hui, les entreprises sélectionnent les influenceurs, bien des TikTokers, un peu. Oui. Mais sur combien, en fait, peut-être sur 100%, peut-être 2% arrivent à donner la data. OK? Bon, aujourd'hui, si tu vois, en fait, si tu fais aussi un diagnostic sur le contenu des influenceurs, au niveau de l'engagement, en fait, tu vas voir que il y a, fait,
aucune action Hmm. de quelqu'un qui va dire je veux le produit au fait. Je vois. Tu vois un peu? Mhm. Ou le Avant- service. Avant de développer ça même, en fait, Mhm. tu vois, tu as dit tout à l'heure, influenceur de TikTok. Est-ce qu'un influenceur, c'est obligatoirement un TikToker? Tu vois, ça, c'est la première question. Ah ouais. Est-ce qu'un influenceur, c'est d'abord un TikToker? Non, pas forcément. Pas forcément. Déjà, pour revenir rapidement sur le créateur de contenu. Mhm. En fait, un créateur de contenu finit par devenir un influenceur. Mhm. En fait, influenceur, c'est un mot que le marketing d'influence a apporté. OK. Donc, on commence à parler d'influenceur lorsqu'on sait qu'on peut utiliser la personne à des fins soit commerciales, soit à des fins d'impact, on va dire comme ça. Mhm. Voilà, c'est en ce moment. Mhm. Donc, il y a le créateur de contenu qui crée du contenu Mhm. constamment, mais même ceux qui ne font pas un contenu systématiquement caractérisé, bien fait, eux aussi peuvent avoir des audiences et être influenceurs à cause de du positionnement et de la largesse ou alors l'étendue de leur contenu et la crédibilité qu'on accorde. Mhm. Ça ne veut pas forcément dire qu'ils viennent comme toi, ils disent, bon, moi je suis marketing, voici ce que je fais, ce que je fais. Ça devrait être ça, mais ce n'est pas toujours ça. Mhm. D'ailleurs, si tu remarques les influenceuses lifestyle et autres parfois, au fond, tu ne connais pas ce qu'elles font. Mhm. Elles sont seulement belles sur les réseaux sociaux. Mhm. Tu vois, mais le truc, c'est que ça attire de l'audience. Mhm. Les gens aiment voir comment une fille est en train de faire comme ça. Elle Une fille comment? danse, elle fait des choses comme ça. C'est ce qui se OK. passe. OK. Donc, beaucoup de personnes vont naître à partir de quoi? Du fait qu'elles ont dansé. Mhm. En réalité, elles ne font rien. C'est plus tard que d'autres vont même réfléchir que, ah, je vois qu'il y a beaucoup de personnes, je crois qu'il faut que je commence à faire quelque chose. Mhm. On les appelle influenceurs parce qu'il y a de l'audience et parce qu'il y a des gens qui aiment. Mhm. Donc, au sens marketing, on voit ça comme comment on dit, comme une source à exploiter. Mhm. Maintenant, pour revenir au sujet, est-ce qu'il faut forcément être TikToker pour dire influenceur? Non. TikTok n'est qu'une plateforme. Mhm. Malheureusement, ou bien heureusement ou malheureusement, avec le temps, TikTok a pris tellement d'ampleur qu'on a cette catégorie de personnes. Utilisateurs TikTok s'appellent TikTokers. C'est comme à l'époque, on disait les Facebookers. Mhm. Sur Twitter, on dit les Twittos. Mhm. Donc, c'est des gens qui utilisent la plateforme. Mhm. Mais influenceur n'est pas strictement lié à TikTok. Jacques Mekwassa, par Jacques- exemple, Mhm. lui, il est là depuis avant TikTok. Ouais. Shane Brydon, Mhm. ils sont là avant TikTok. En tant que créateur de contenu ou influenceur, c'était bien avant TikTok. Mhm. Voilà. Donc, le TikToker, c'est en fonction des tendances et ce que TikTok a proposé aujourd'hui quand on dit TikToker. Mais si TikTok ferme, les influenceurs vont devoir continuer. Les créateurs de contenu vont devoir continuer. Mhm. S'il y a une nouvelle plateforme, les gens vont aller sur cette plateforme-là aussi si jamais elle prend autant d'ampleur que TikTok. Mhm. Voilà. Pourquoi alors tout le monde, quand on parle d'influence ou de campagne d'influence, direct TikTok? C'est, comment on dit, c'est l'écho. OK. C'est qu'il y a de l'écho. Mhm. Et il y a beaucoup d'utilisation. Mhm. C'est une question d'appropriation technologique. Aujourd'hui, TikTok offre des opportunités pour pouvoir créer du contenu consommable plus rapidement que chez les autres. Mhm. Donc, du coup, les gens vont se ruer sur TikTok. Mhm. Et comme on a constaté, en fait, vous savez, il y a deux attitudes sur les réseaux sociaux. Mhm. La première attitude, c'est l'attitude de suivre bêtement et de consommer toutes les conneries que les gens mettent en ligne. C'est vraiment, les gens sont très forts pour ça. Mhm. Tous les gens qui sont connectés là font ça. Mhm. La deuxième attitude, c'est que quand on commence à réfléchir, on dit je veux vendre. Mhm. Tu vois? C'est ça. C'est les deux attitudes que les gens ont. Détaille un peu les deux. OK. La première c'est que quoi? C'est que on rit. On rit, on consomme. Mhm. Bêtement, on consomme. Et on suit la tendance. Ça, c'est la première attitude. OK. La deuxième, maintenant, c'est que quand on prend conscience que ah, ça peut être utile, on dit maintenant, on veut vendre. Mhm. Donc, du coup, on est lancé comme dans One Piece. Hein? On est lancé sur les mers et que le meilleur gagne. Mhm. Et comme de part et d'autre, il y a des opportunités. Celui-ci vient, il dit que je vends tel, je vends tel. TikTok est assez ouvert pour permettre aux gens de vendre leurs concepts, leurs idées, leurs images, leurs produits. Mhm. C'est pour ça qu'on aime TikTok en fait. Mhm. Parce que TikTok offre plus d'opportunités que les autres plateformes. Mhm. TikTok est plus facile. Prenons l'exemple du Mali. Moi, j'ai constaté un truc au Mali. Mhm. Les Maliens n'aiment pas lire. Ah bon? Oui, pas tous les Maliens. OK. Mais la majorité des internautes maliens n'aiment pas la lecture, surtout en français. Mhm. Et comme ils ont une culture qui est bambara, Mhm. eux, au lieu d'être en train de les embrouiller, on ne crie pas le bambara. C'est ce qu'eux, ils comprennent facilement. Mhm. Il vaut mieux qu'eux, ils utilisent TikTok. Mhm. Donc, sur TikTok, tu es obligé de mettre la voix, tu vas parler. Et on parle en bambara, ça passe facilement. Mhm. Donc, ça justifie, par exemple, qu'ici au Mali, les gens préfèrent plus TikTok
par exemple, que les autres réseaux sociaux. C'est visuel, c'est audible. C'est ça l'avantage. Ok. Voilà. Maintenant, comme j'ai dit, ce sont des suiveurs. Tout le monde vient suivre, il consomme sa part. Et quel est l'impact de ça alors? On peut voir l'impact à 2 niveaux, même 3. Le premier niveau, c'est le niveau statistique que nous connaissons et qu'on peut palper. Je n'ai pas toutes les données nettes de ce que TikTok est, mais de ce que j'ai vu avec TikTok au Mali, je n'ai jamais vu un pays dans lequel TikTok a autant d'effervescence. Même la Guinée, là où oui. Ok. Pourquoi? Justement parce que dans toute cette... Le facteur que je viens d'énumérer est très important. C'est que quoi? C'est que ici tout le monde ne parle pas français. Sur Facebook, on est obligé d'écrire parfois. Sur TikTok, on vient directement avec de la vidéo. Donc, le contenu qui s'invite sur TikTok, c'est un contenu vidéo et audio direct. Ce qui fait que la conversation pour le Malien est plus facile ici. Ok. Donc, c'est ce qui justifie l'utilisation de TikTok. Maintenant, si on doit ajouter un autre facteur, lorsqu'on regarde bien l'environnement malien, il y a comme une sorte de volonté de s'adapter au monde. Il y a une véritable volonté, moi je l'ai senti, il y a une volonté de s'adapter au monde. Et comme TikTok c'est une tendance, les gens suivent la tendance. Les gens suivent la tendance et ils se disent je vais aller par là. Ils consomment la tendance. D'autres ne savent pas pourquoi ils y sont. Mais c'est que c'est une tendance. Hein? La technologie a son influence, la technologie influence. Donc, ils voient ce qu'ils ont vu les autres faire. Si une seule personne, qu'on peut dire influenceuse TikTok, elle commence à danser sur TikTok, ça marche, tout le monde va aller là-bas. Maintenant, je trouve qu'il y a aussi certains qui s'en approprient bien. Les statistiques du Mali sont énormes sur TikTok. Ok. Quand tu vois quand même un environnement dans lequel, si tu veux mesurer, je ne sais pas si ici les internautes TikTok dépassent 4 millions d'utilisateurs, je ne sais pas. Mais quand tu vois les statistiques qui se font pour une langue restreinte qui n'est que le Bambara, parce que quand tu vois un Camerounais qui te fait par exemple 2 millions de vues, sur ces 2 millions de vues, il est une langue accessible à tout le monde. Ça veut dire qu'à l'intérieur, il y a forcément des Ivoiriens, des Guinéens et autres. Mais le Mali, quand tu vois un contenu en Bambara, ça veut dire que ce ne sont que les gens qui parlent en Bambara qui ont accès. Donc tu dois donc comprendre que si lui, il faut autant 4 millions que celui qui parle en français pour tout le monde, ça veut dire qu'il y a une effervescence forte ici. Donc moi, c'est comme ça que je perçois la chose. Et je crois que c'est une opportunité. Même si je trouve qu'elle n'est pas totalement bien utilisée. Il y a vraiment besoin d'éducation pour qu'on comprenne à quoi servent ces plateformes et comment mieux les utiliser. D'accord. En fait, il fut un moment, moi j'ai vu des marques à l'approche des examens et tout, c'est-à-dire que s'associer leur image à la médiocrité. C'est-à-dire, ils font des quiz, c'est-à-dire qu'ils font des quiz à travers un micro-trottoir et tout. Quelqu'un qui n'arrive pas à répondre une question, c'est en fait c'est un truc qui donne vraiment en fait qui est sous forme de comédie, mais en réalité, est-ce qu'une marque en fait doit associer son image à la médiocrité? Et pourtant on parle d'éducation. Tout ça pour du buzz ou de l'audience. Ça c'est une très bonne question, hein. Et c'est pas propre au Mali. Je pense que vous, en tant que spécialiste de la communication, vous avez constaté ça, c'est pas propre au Mali. Brand stratégiste, Barabenley. Lorsqu'on parle du branding, justement, au-delà du responsable marketing d'une marque, il y a celui qu'on appelle le brand manager. Le brand manager, c'est celui qui va définir la marque dans son essence avant d'aller dire au marketeur que mets-moi ça sur le marché. Donc, lui, il va dire, en fait, moi, je m'appelle par exemple Smart Vision. Smart Vision, je vends des services. Je vends des services à telle catégorie de personnes. Je vends des services dans lesquels on ne va jamais entendre que je me suis associé à tel type de conditions. Pourquoi? Parce que ça, je respecte un certain branding. J'ai travaillé à l'époque avec Guinness. Lorsque eux nous invitaient, même si tu dois, avant que vous ne commenciez, ils ne vous disent pour quel marché ils vous appellent en tant qu'influenceur. Ils vous font consulter ce qu'ils appellent le Diageo Marketing Code. Et ça, c'est dans le branding. Donc, vous devez lire le Diageo Marketing Code. On vous explique même d'ailleurs ça. Et lorsque vous avez fini, vous avez signé. Le problème des marques, c'est que quoi? C'est que les marques ne connaissent pas le branding et les marques n'ont pas parfois de brand manager. Et beaucoup pensent que faire du marketing, c'est faire le buzz.
C'est choquant, mais c'est ce qui se passe dans beaucoup de cas en Afrique. Je prends l'exemple, j'aime citer un exemple au Cameroun. À l'université, pendant les Jeux universitaires, on prend l'artiste le plus trash du Cameroun et on l'invite sur un podium pour faire les Jeux universitaires. Il vient danser avec les fesses des filles partout. C'est l'université, c'est l'éducation. Ça ne veut pas dire que les gens ne savent pas danser avec les fesses, sauf que le contexte ne s'y est pas. Et c'est un peu ce que tu es en train d'exprimer. Parce que tu as une marque, elle vient juste pour faire le buzz et la rentrée, va s'associer à n'importe quel influenceur. On ne fait pas ça. Ça va faire chuter ta cote et ça va te décrédibiliser. Et pire encore, c'est que ça va mal informer l'environnement par rapport à ce qu'est véritablement le marketing ou alors la communication de marque. Et c'est ce que beaucoup de marques, c'est pas propre au Mali. Beaucoup de marques font l'erreur là. Il y a une nécessité aujourd'hui d'éduquer les responsables de marque, de former davantage les brand managers, de former les responsables marketing. Parce que les gens se disent, il faut faire le buzz. C'est le manque de stratégie, en fait, le problème. Et aujourd'hui, on est justement dans cette tautologie digitale, là où tout le monde se met, on dit, bon, comme celui-ci fait beaucoup de likes, je vais le prendre et je vais l'utiliser. Mais parfois, la conséquence peut être mauvaise. Tu vas t'associer à un gars qui est trash, un gars qui est dans les polémiques, un gars qui n'arrive même pas souvent à te faire vendre, il va te faire souffler un vent, mais après tu dois porter encore les conséquences de ça. Et comme la marque, son but c'est de faire de l'argent, tu vas ressentir le poids économique de cela. C'est ce qui se passe. Effectivement, en fait, moi je me dis souvent, je vois en fait, moi je ne les appelle pas influenceurs, mais TikTokers, ok? Parce qu'ils ne respectent pas les codes de l'influence marketing. Donc, quelqu'un qui ne respecte pas les codes, la déontologie de l'influence marketing, pour moi, tu n'es pas un influenceur. Moi, je t'appelle un TikToker. Ok? Dis-le, non. Non. Vidéo, bon, non, TikToker, c'est bon parce que, comme il a dit, on se croise tous sur la plateforme TikTok et tout. Je ne les en veux pas. Ce n'est pas de leur faute. Mais j'en veux aux responsables marketing, responsable communication. Oui, justement. Parce que c'est à eux de les guider. Bon, voici, je te prends pour mission. Voici ta mission, voici ton cahier de charge. Exactement. Mais si toi-même, au fait, la question que je me pose souvent, les responsables de marketing ou de communication là, où est-ce qu'ils ont étudié ça, leur communication? Parce que moi, je ne comprends pas. Je n'ai rien à... en fait, les TikTokers et tout, je les respecte. Ils font du boulot. Mais quand on te donne un cahier de charge, tu respectes ça. Bon, si on t'a donné un bon cahier de charge. Voilà. Maintenant, si on t'a même donné un cahier de charge. Voilà. Maintenant, la question est que je me repose, en fait, sur les responsables marketing, communication. Pourquoi ces choix? À la base, est-ce qu'ils n'ont pas de stratégie? Ou bien ils font ça par tâtonnement? Ou bien ils ont obtenu ce poste-là par quoi? Et parfois, certains font exprès. Parce qu'eux, ils se disent que c'est la meilleure approche. Certains veulent faire du chiffre. À l'époque, au Cameroun, il y a une marque qui a signé Coco Emilia. J'aime toujours prendre l'exemple là, la marque Tanguy. Et lorsqu'on a posé la question au community manager, il dit que ça a fait le buzz. Une marque qui s'appelle Tanguy qui dit votre source vous définit. C'est de l'eau pure en réalité. Mais la marque a pris Coco Emilia et elle a dit voilà. Et c'est ce qui se passe. Moi, je constate petit à petit qu'on a donné trop de place à la bêtise et moins aux bonnes interrogations. C'est ça le problème. On a donné trop de place à la bêtise et moins de place aux bonnes interrogations. Parce qu'on doit constater cela sur le court terme, sur le moyen terme et surtout sur le long terme. Il y a plusieurs niveaux là où ce genre de campagne laisse un mauvais impact. Tu vends les jus. Donc, pour vendre ton jus, il faut que quelqu'un prenne ton jus, il commence à danser devant. Quelque chose qu'on a pensé. Dans le fond, on a réfléchi pas à pas. La pochette va être comme ça. C'est sorti de l'esprit de quelqu'un qui a énormément travaillé, d'un créatif. Maintenant, vous dites non, celle-ci, comme elle danse avec les fesses, on met le produit là, elle va danser avec ses fesses, les gens vont acheter. Même si elle réussit à vendre, pour moi, c'est disqualifié. Le tout n'est pas de faire le buzz. Et c'est donc là où il faut sensibiliser, c'est ce que je dirais. Il faut sensibiliser les responsables et leur dire que non, il y a d'autres façons de travailler. Peut-être c'est parce qu'ils n'ont pas suffisamment de propositions qu'ils travaillent ainsi. Mais je vais aller plus loin. Moi, j'estime que quand une marque se respecte, il y a des actions qu'elle ne doit pas mener. Je prends l'exemple de Orange. C'est Orange qui a sponsorisé le concert de Imra dernièrement. Je sais que toi, tu es fan de Imra. Non, c'est Malitel. C'est Malitel. Non.
Je ne dis pas ici au Mali, Ah, ok. en Côte d'Ivoire. Ok. Voilà. Même ici. Bon, après, j'aimerais bien travailler avec Malitel, mais bon, on va quand même en parler pour que ce soit éducatif. Prenons le cas de Malitel. Quand vous êtes une marque responsable, vous savez ce qu'Imra chante. On m'a raconté comment le conseil est fini. Si. Désordre. Oui. Imra fait le désordre. Oui. Il faut d'abord partir de là. Ok. Oui, la musique de Imra, c'est le désordre. Il faut d'abord partir de là. Ouais. Maintenant, si tu te dis que tu es une marque sérieuse, tu ne peux pas être une marque pendant que ton concurrent Orange est en train de faire le Digital Center au Mali, qui éduque. Et toi, tu dis que non, je vais offrir un concert et tout le monde va dire Dabashi, chété, coupé. Ils vont se macheter là-bas. C'est ça. Il faut bien peser les choses. Et là, on n'est même que dans un cas de sponsoring. Parce que certains prennent ces personnes pour ambassadeurs. Je ne suis pas en train de dire que le parcours de Imra, il n'y a pas quelque chose à retenir. Mais le positionnement qu'Imra a pris, il faut faire attention. C'est la même erreur que j'ai vu dernièrement faire avec Snoop Dogg à l'international. Un gros fumeur de banga. En fait, ce n'est même plus propre. Là, maintenant, je dépasse l'Afrique. Quelqu'un fume chaque jour, vous l'amenez aux Jeux Olympiques, vous dites que c'est lui qui va porter la flamme des Jeux Olympiques. Il fume. C'est lui qui porte la flamme des Jeux Olympiques. Vous comprenez ce que ça veut dire? Oui. On lui donne la flamme. C'est-à-dire que fumer encore plus. Il y a un gros manque d'éthique. Et là, pour le cas de l'Europe, c'est des gens qui savent ce qu'ils font. Pour le cas d'ici, c'est des gens qui imitent, mais sans comprendre. Ok. Tu vois? J'ai vu encore en Côte d'Ivoire, le même Imra, j'ai vu au Congo une marque est venue sponsoriser. On a organisé un concert de Niska. On dit que c'est un concert pour lutter contre la délinquance juvénile. Vous savez ce qu'Imra chante? On a grandi dans la jungle. Ça fait longtemps qu'on fait avec. Pour avoir du respect, on a trouvé des corps. On dit qu'on veut sensibiliser les jeunes. Une marque vient associer son image et elle dit que c'est un concert pour la paix. Vous voyez qu'il faut bien re-questionner les choses. Les valeurs sont dans où? Et on est dans ce mêli-mêlo aujourd'hui. Quelqu'un peut avoir fait un bon parcours, il a la connaissance. Mais le problème, c'est qu'il est lui-même mal influencé par les informations de la société. Donc, pour régler le problème que tu es en train de dire là, il faut la sensibilisation, il faut une éducation profonde sur ce qu'on appelle l'identité. Il faut que les gens se connaissent, il faut que les gens connaissent bien leur combat. Les entrepreneurs, les responsables marketing, ils ont les mauvais combats. Bientôt, on va dire aux gens que si on est en Afrique, vous êtes capable de faire le sponsoring dessus, ils vont aller. Il y a ça, il y a ce cas-là, il y a cette réalité, je suis d'accord. Il y a aussi un autre problème qui est là. Les vendeurs de rêves, les universités privées. Ok, au Mali. Au Mali. Parce que, en fait, on fait payer des millions. Les parents d'étudiants payent des millions chaque année. Mais vous savez, au fait, à la sortie, à la fin de leur cursus, tu leur questionnes, au fait, c'est quoi le digital, c'est quoi le community management, c'est quoi, en fait, la stratégie de communication et media planning. Les sortants, en fait, de la filière de communication marketing n'arrivent pas à te répondre. Et c'est pas seulement ici, c'est à beaucoup d'endroits. Mais pourquoi, en fait? Et en plus, le truc, c'est quoi? Il y a un décalage entre leurs promesses et leurs actions. Parce que quand tu regardes leur visuel, leur campagne de communication 360, que ce soit sur le digital, en ville et tout, tu dis, ouais, c'est la meilleure école. Je vais aller inscrire mon enfant. Mais à la fin, à la sortie, ton enfant n'a rien retenu, mon gars. Bon, moi, je pense que... Mais pourquoi ils font ça? Je pense qu'il y a beaucoup de facteurs qui sont liés à ce problème-là. Ok. Le premier, ce sont les enfants eux-mêmes et ce qu'ils ont aujourd'hui. Les enfants ont une perception de la communication qui n'est plus comme il y a 20 ans, 10 ans, même seulement. Donc, il y a certains procédés qu'ils ont tendance à éradiquer systématiquement. Aujourd'hui, quand quelqu'un va par exemple prendre son portable et qu'il est bon en montage vidéo, lui va oublier les bases de ce qu'on appelle la communication. Du coup, définir les fondamentaux n'est plus très important pour lui. Maintenant, son enseignant aussi doit comprendre que moi, mon but justement, c'est que pour qu'il soit performant, je dois lui apprendre les fondamentaux. Quand on vous parle des écoles comme les Harvard et autres,
La différence entre eux et nous, c'est que nous pouvons faire ce qu'eux, ils font superficiellement, mais ils connaissent les fondamentaux. Ce qui fait que quand quelqu'un vient, il te parle de communication, il ouvre sa bouche pour te parler de la communication depuis peut-être 1000 ans jusqu'à aujourd'hui. Donc, dans son sens de définition, tu comprends cela. Mais tu vas demander à un enfant le marketing, c'est quoi? Il n'arrive pas à te dire. Non, c'est vendre dessus. C'est parce qu'on n'insiste pas sur les fondamentaux. Maintenant, parfois, il y a certains professeurs qui apportent cela. Mais le problème, c'est que la rigueur manque beaucoup en termes de diffusion des cours. J'étais à une soutenance dernièrement à l'esprit. Mais quelqu'un vient, il n'arrive même pas à parler. On finit, on lui donne 17. J'ai vu ça aussi à l'université de Douala. Moi, je ne comprends pas. C'est pas normal. Tu vois? Et les universités font ça. J'ai eu des personnes qui ont fait des établissements comme le Digital College à Douala. Certains sont venus chez moi pour des stages, mais ils ne comprennent pas. Tu vois? Je pense qu'il y a un laxisme général aujourd'hui dans la façon de gérer les hommes, dans la façon de transmettre. On est exactement, justement, comme TikTok. Tout le monde veut vendre à tout prix. Si je te fais une promesse et que toi, tu es déjà dans mon piège, c'est comme les gens qui vendent les e-books là. Pour eux, c'est quoi? Ils partent chez Godwin. Godwin leur montre comment Chariot fonctionne. Dès qu'ils ont une petite idée là, ils partent aussi mettre pour eux. Si on a vendu, tant mieux. C'est ce qui se passe en fait. Sans valeur. Tout le monde veut se payer la tête de l'autre. C'est ça le problème aujourd'hui. C'est qu'on n'a plus de devoir social. Il n'y a pas de devoir social, il n'y a pas de responsabilité. Parfois, le fondateur de l'université, quand il le faisait, il avait vraiment une vision. Je veux éduquer, je veux changer cet environnement. Mais les gens veulent faire les choses faciles. Les gens veulent que moi, quand je pars au Digital College pour faire ma formation, en sortant de là, le plus important, c'est que mon iPhone 16, quand je filme, on voit que j'impressionne. Comme j'ai impressionné, une entreprise aussi qui ne connaît pas les fondamentaux va m'appeler, elle va m'introduire et je vais faire. Et on entre dans notre société de désordre comme ça. Tu vois que la racine est très, très profonde en fait. Et je dis bien, ce n'est pas propre à ici. J'ai parfois l'impression que les gens sont fous. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Moi, c'est comme ça, si tu me suis souvent en ligne, j'en parle souvent. J'avais posé la question un jour, dans un monde raisonnable, est-ce que les plateformes comme les OnlyFans devaient exister? Dans un monde raisonnable, pourquoi est-ce que tu allais apprendre le marketing, mais tu apprends le marketing pour vendre les sextoys? C'est des questions qu'il faut vraiment poser. Ok. Dans un monde raisonnable, pourquoi est-ce que tu penses qu'il faut sexualiser à chaque fois ta marque pour qu'elle ait de l'ampleur? Tu vois, je ne dis pas que tout est mauvais, mais je pense que nous qui sommes dans les domaines de la communication, du marketing, ça devrait être une mission. Je pense qu'il faut qu'on renforce le facteur coût d'éthique. Je pense qu'il faut qu'on renforce le facteur orientation et vision. La mission du communicant, c'est quoi? Ce n'est pas seulement de faire communiquer ou bien de faire vendre pour celui qui est marketeur. C'est aussi de faire quoi? D'amener de la passion dans le monde. D'amener un monde qui peut fonctionner normalement et de permettre que les gens, dans tout ce qu'ils consomment, vivent dans une société épanouie. Mais tout ce qu'on a là, les conséquences de ça, c'est quoi? C'est que tu as les faibles, les frustrés, les paresseux, les idiots. Ils sont beaucoup. C'est ça. Il y a beaucoup de personnes qui se font beaucoup d'argent, mais ils sont idiots, ils sont stupides, ils sont faibles. Idiot, c'est celui qui n'a pas d'idées. Et je dirais celui qui n'a pas les bonnes idées. Il y a un manque de sagesse générale dans la façon de fonctionner aujourd'hui. C'est ça le problème. Tu vois que je suis allé un peu plus... Là, tu es allé de façon claire, profonde. Tu as touché en fait du point même, tu es allé jusqu'à la racine même en fait de ce qu'on traverse, du mal qu'on traverse. Ce qui m'amène à savoir à un moment donné, tu as effleuré beaucoup de choses. J'ai noté autant d'éléments. Tu parles de ceux qui font du branding, par exemple. On a tous un aîné, Henri Lottin, qui tient ces propos-là. Il y a des gens qui pensent que floquer un t-shirt simplement, ça veut dire que j'ai fait du branding. J'ai un logo, ça veut dire que je fais du branding. Il y a des gens qui vont dire, comme je suis influenceur aussi, donc c'est bon, la vie est déjà belle. Mais on n'arrive pas souvent aussi à faire la différence entre est-ce que c'est un bon influenceur, c'est un mauvais influenceur. On n'arrive pas aussi à savoir réellement comment est-ce qu'on doit choisir un influenceur. L'autre chose également, on n'arrive pas aussi à faire la différence entre un bon éducateur et un mauvais éducateur. Il y a des gens qui ont la connaissance mais qui ne savent pas transmettre. Il y a des gens également qui savent comment transmettre mais qui n'ont pas la connaissance requise même avant de pouvoir transmettre.
Tout ça, ce sont des défis. En fait, dans tout ce que tu Les as dit, coachs. merci. C'est pas, en fait, souvent, ces derniers temps, il y a des débats qui passent sur tel est bon coach, tel n'est pas coach. Mais c'est réel. C'est dans toutes les disciplines. Tu dis que tu es un menuisier. Mais qu'est-ce qui nous montre réellement que tu es un bon menuisier? Tu as suivi la formation en menuiserie, en fait. Ou alors que tu as même une expérience, une véritable connaissance. Tu dis que tu es coach. Qu'est-ce qui démontre réellement que tu es coach, tu apportes de la valeur? Tu as des outils réellement qui permettent quand même d'évaluer, d'accompagner quelqu'un. Tu dis que tu es formateur. Quel est ton background en termes de formation? Tu dis que tu es un expert, par exemple, dans le graphisme, dans la vidéo, dans le personal branding, dans tout ce qui est intelligence artificielle. Quel est ton background? En fait, Ce sont les faits d'armes. Merci. Attends, en fait. Expert IA, là. Faudra qu'on change ce mot-là. Expert IA, en fait, expert IA sur quel volet? Parce que souvent, j'entends parler, au fait, je suis expert IA. Expert IA, pourquoi? IA, là, c'est plusieurs volets. Tu ne peux pas être expert IA en fait, dans IA dans toute sa globalité. Non, mais le problème, c'est quoi? C'est que ici, là, maintenant, partout, ça, c'est même pas ce mot-là, ça me dérange. C'est des nouvelles disciplines. Tu veux dire, professionnel de IA dans telle discipline. Mais tu dis expert IA. Donc, toi, tu maîtrises tout IA. Mais Joe, bon, arrive un moment, c'est vrai, on n'a pas été à l'école. Les gens n'ont pas été à l'école, mais respectez notre intelligence. Non, mais en fait, c'est trop, quoi. C'est-à-dire qu'on consomme trop de la cacophonie ici. En fait, c'est pour ça que je pense que les fondamentaux sont bien. Pour revenir au cas de Henry Loching, par exemple, lui, il s'est beaucoup battu à expliquer les fondamentaux. Mais le cerveau de l'homme actuel n'est pas le même cerveau que celui des années 1920, celui des années 1950. Là où il n'y avait pas la télé, il n'y avait pas les dissonances sonores, tu vois, il n'y avait pas beaucoup de bruit. À l'époque, quand il y avait une notion, on l'apprenait. On séduisait même les femmes, en fait, en étant intelligent. Aujourd'hui, on séduit les femmes en étant stupides. En étant riche. Dans la stupidité. Okay. Donc, le monde a beaucoup changé dans ce sens. Mais ce qui se passe, c'est quoi? Il est toujours important quand même de rappeler que les fondamentaux doivent être connus. Et c'est bien de transmettre à des personnes comme vous qui arrivent à comprendre cela. Maintenant, il y a des notions qui évoluent. Il y a des notions qui évoluent vraiment. Comme j'ai pris les expressions influenceurs, au départ, il y avait beaucoup de polémiques. Moi-même, au Cameroun, j'ai été, au centre de beaucoup de polémiques par rapport à ça parce que j'essayais d'expliquer. Les choses ont beaucoup évolué. Et au fur et à mesure des époques, les mots, les termes, les terminologies prennent d'autres sens. On peut condamner le fait que les gens ne cherchent pas à comprendre quelles sont les terminologies de base qui ont amené à ce qu'on arrive à appeler telle chose, telle chose. Ça fait problème. C'est ça qui fait le méli-mélo. On voit par exemple les Marcos disent qu'ils sont blogueurs. Ça me fait mal au cœur. Je suis quelqu'un qui a travaillé plus de 6 ans pour que le mot blogueur soit compris au Cameroun. Mais tu viens devant toute une génération parce que tu as 1 million d'abonnés, tu dis que tu es blogueur. C'est pas ça, c'est pas un blogueur. Tu vois? Du coup, il faut des éducateurs qui sont capables de rappeler aux gens ce que ça veut dire clairement. Même si on n'en est pas, au moins que tu saches que je sais que le blogging, c'est ça. Et ce que je fais là, ce n'est pas le blogging, ça peut s'appeler tel. Mais on court trop aujourd'hui. Le monde est comme TikTok. C'est 1 minute. Ce qu'il faut apprendre pendant 2 heures, les gens prennent la peine de regarder en 1 minute 30 et ils croient qu'ils ont compris. Du coup, ils ont des ébauches de choses qu'ils arrivent à mal administrer même dans leur esprit. Ça sort mal. On mélange tout. Tu vois? Ok. Bon, c'est ça. En fait, il me plaît maintenant qu'on revienne à un aspect qui est très fondamental. Tu as parlé du choix des influenceurs, la collaboration avec les marques. Est-ce à dire que maintenant, lorsque on a des influenceurs, ou soit pour des futurs influenceurs, est-ce à dire qu'on doit les former réellement tel qu'on forme au métier de la communication et du journalisme? Moi, je pense que quoi? La sensibilisation est importante. Normalement, dans des plateformes comme Bama Connect, la dernière fois, les influenceurs doivent venir. Ils doivent comprendre. Il y a beaucoup d'influenceurs qui n'ont pas de portfolio.
Il y a beaucoup d'influenceurs qui ne comprennent pas encore réellement comment fonctionnent les réseaux sociaux. C'est-à-dire que quoi, ils ne sont pas capables de te dire ma portée c'est tel, mon engagement c'est tel. Ils ne peuvent pas interpréter un tableau statistique de données Facebook. Et ça, c'est pas bon. Même pour leur propre vente, ça ne va pas être utile. Ils peuvent tromper ceux qui vont tromper, mais s'ils rencontrent des personnes vraiment sérieuses et qui veulent bien faire les choses, ça va pas aller. Parce que quoi, supposons une vidéo que quelqu'un fait, il a un concept dans lequel il parle peut-être, je ne sais pas, généralement des faits de société. Il fait sa comédie là sur les faits de société. La vidéo fait 5 minutes. Moi, je suis une marque. Je trouve que ça fait beaucoup de vues. Mais si je viens, je place ma publicité à 3 minutes. Qu'est-ce qui me garantit que parce que la vidéo fait 5 minutes, tout le monde voit ça jusqu'à 5 minutes. Donc, si j'ai placé à 3 minutes, peut-être les gens n'atteignent pas 3 minutes. Il y a maintenant une notion qu'on appelle la durée de visionnage. Donc, l'influenceur doit être capable de fournir sa durée de visionnage pour qu'on sache que sur ce contenu-ci, si je dois positionner ma publicité en tant que marque, je la positionne au début. C'est de la médiamétrie aussi numérique. C'est ce qu'on fait dans les télés. En prime time, une marque décide que je vais placer ma publicité sur l'émission de 19h. Et ma publicité va passer à quelle heure? Elle va passer au début. Parce qu'elle sait, elle a mesuré les audiences. Et les influenceurs ne sont pas formés à ça. Donc, qui va les former? Premièrement, il faut des agents d'influenceurs. C'est des professionnels comme nous qui comprennent bien comment ça se passe, qui peuvent les éduquer d'abord de façon directe et leur dire, sur une opportunité de marché, on peut t'aider à mieux constituer. Deuxièmement, c'est les plateformes comme celle qu'on a créée dernièrement, Bama Connect. À l'époque, au Cameroun, j'organisais le talk des influenceurs. J'invitais tous les influenceurs et j'invitais les experts du marketing, non seulement, mais aussi du marketing d'influence, pour leur montrer comment est-ce qu'on doit apprendre à faire. Muriel Blanche, par exemple, on a beaucoup travaillé sur Muriel Blanche. Son image a été travaillée. Quand tu voyais, on réfléchissait à construire ce qu'on appelle le portfolio de Muriel Blanche. Je travaillais avec son manager constamment. Les gars ont développé toute une agence d'influenceurs. On signait les influenceurs comme des véritables produits. Quand Jasby te prend une personne et qui va travailler avec la personne, on a énormément de travail autour. On n'est pas encore arrivé à ce niveau de compréhension-là. Et je pense, je peux rejoindre Mouni dans ce sens que oui, peut-être qu'il faut des écoles là où on enseigne le marketing d'influence. Pas forcément parce que je pense qu'il ne faut pas enseigner à devenir influenceur. Quand on dit créateur de contenu, on peut former quelqu'un à être créateur de contenu. Maintenant, si quelqu'un dit qu'il va être influenceur par conséquent, c'est qu'il doit comprendre le marketing d'influence. Maintenant aussi, il y a des experts, des professionnels qui n'ont pas besoin d'aller forcément apprendre le marketing d'influence. Ils auront plutôt besoin de quoi? D'agents d'influenceurs. Donc, c'est une brèche, c'est de nouveaux métiers. Agent d'influenceur, responsable du marketing d'influence, responsable de la micro-influence, responsable de la nano-influence, etc. Et tu vois, c'est des petites choses que normalement on devrait introduire. Dans des environnements plus structurés, ce seraient des plaidoyers ou alors c'est des mouvements qui naissent là où des enseignants comme nous, on structure la chose, on apporte. Ailleurs, ça se fait déjà. Ailleurs, ça se fait. Mais ici, ça traîne encore. Mais sincèrement, surtout vous ici au Mali, parce que chez vous là, c'est grave. Comment ça? Non, les influenceurs doivent être éduqués. En termes de notions, il y a beaucoup. En fait, je vois les statistiques, tu vois. On en parlera. On en parlera. On marque une petite pause, on en parlera. En fait, il y a aussi une réalité qui est là. Ils disent, quand tu fais du bon contenu, ton contenu n'est pas consommé. Mais quand tu fais, au fait, du contenu vraiment médiocre, c'est consommé. Par rapport à des contenus, par exemple, tels que nous sommes en train de faire, vraiment, c'est des contenus vraiment qui orientent, qui inspirent, qui aussi éveillent les prises de conscience aussi, surtout dans le domaine de la communication. Maintenant, en fait, pourquoi en fait, ce choix? Pourquoi les marques vraiment aiment tout ce qui est futilité par rapport à tout ce qui est utilité? Futilité vs utilité. Ok. Bon, je crois que il faut déjà se dire que les marques conçoivent l'humain comme un être à divertir, malheureusement. Et comme c'est un être à divertir, on veut lui offrir le maximum de divertissement pour lever ses émotions. Donc là où ses émotions vont, on préfère y aller. S'il est trop ému, il peut acheter. Donc les gens pensent souvent qu'en faisant plus de contenu, de divertissement, et surtout malheureusement on vit au divertissement négatif parce qu'on peut faire le divertissement, mais on le fait bien. Mais
on a cette perception-là, c'est qu'il faut absolument faire le buzz. Aujourd'hui, je vais prendre l'exemple de l'industrie de la musique. Beaucoup de musiques qui sortent aujourd'hui ne sont pas vraiment... Il y a beaucoup de musiques qui sont à la haute échelle aujourd'hui, je veux dire, qui font le buzz et autres. Mais ce ne sont pas des musiques de qualité, qui sont parfois mal chantées. Allons pas loin, prenons Booba. Booba, c'est un gros vendeur de disques. Mais il y a tellement de fausses notes dans la musique de Booba. Pourquoi? Parce qu'on se dit l'essentiel, c'est de vendre. On prend aujourd'hui dans le rap, les rappeurs font les faux chants. Ça vend, on met l'autotune, ça vend. Tu vois, on est quitté de la problématique de l'époque où il y avait une chanteuse comme Cher. À l'époque, elle est venue, elle a fait sa chanson avec l'autotune. On a critiqué parce qu'on se disait c'est plus une voix originale. Mais les gens veulent, comment on dit, les gens veulent plus vendre l'émotif que d'apporter véritablement quelque chose. Et on est un peu coincé dans cela. Maintenant, est-ce que ceux qui font le bon contenu ne peuvent pas exceller? Je crois qu'ils peuvent exceller. Le problème, c'est qu'on ne leur fait pas suffisamment confiance. Ils ont peu de partenaires de confiance. Tu vois ce que je veux dire? Il y a quelques exemples. On ne va pas non plus dire que tout est gâté. Il y a des personnes quand même aujourd'hui qui font du bon contenu et qui arrivent à exceller. Mais il faut quand même dire que ce n'est pas un pari gagnant dès le départ. Parce que quoi? Parce que quand tu fais du bon contenu, du contenu qui apporte, qui éduque, qui éveille, tu es comme Kerry James. Tu es comme Kerry James ou Youssoupha. Medine. Voilà, on veut te dire que en fait, ce qui doit être populaire, c'est ce qui est, entre guillemets, buzz et trash. Et les gens sont dans cette perception-là. Je pense qu'il y a une nécessité d'amener les gens à un autre niveau de compréhension de comment divertir. Il y a de très bons programmes télé qu'on a parfois vus, qui ne sont pas des télé-réalités de merde, mais qui éduquent bien les gens, ou du moins qui apportent quelque chose aux gens. Super Nanny reste une télé-réalité, hein, par exemple. Tu vois, c'est pas la vie de Chloé et Kim Kardashian. Mais les gens préfèrent accompagner la vie de Chloé et Kim Kardashian. Je pense qu'au fond, il y a une vision du monde et il y a un piège dans lequel, malheureusement, Africains, responsables de marques africains, nous sommes tous tombés. Penser que tout ce qui est mauvais est bon. Je n'aime pas la phrase qui dit que il n'y a pas de bad buzz. Il y a du bad buzz. Quand on dit que tout buzz est récupérable, c'est faux. Jusqu'à aujourd'hui, Kim Kardashian, son origine, c'est qu'elle est sortie pour une sextape. N'allez pas faire croire aux gens que c'est le bon chemin pour réussir. Donc, on va dire qu'elle a récupéré. C'est faux, c'est un mensonge. Il y a le bad buzz. Le bad buzz a de mauvais effets sur la durée. Quelle est la conséquence du fait que Kim Kardashian, on parle du marketing d'influence aujourd'hui, n'est-ce pas? C'est que les gens ont vu une fille comme elle. La plupart des influenceuses en Afrique sont sorties d'où? Elles sont sorties du fait qu'elles sont en train de coucher avec les hommes, elles entrent dans les réseaux et autres. C'est la vérité. On crée des sex symboles, on les met à la télé et on dit que non, c'est ça le parcours de réussite. Demain, tu vas entendre qu'elle a fait le business, qu'elle est avocate et autres. C'est ce qui se fait. Et tu vois qu'on est déjà chapeauté par cette façon de penser-là. En bas, on va avoir tendance à croire qu'on doit exactement passer par ces canons-là. Maintenant, il y a le fait aussi que les algorithmes ne nous aident pas. Les plateformes technologiques, comme je le dis toujours, chaque entreprise, tu peux être porteur de projet. Mais les financeurs de ton projet te donnent la vision du monde. Facebook n'appartient pas automatiquement à Mark Zuckerberg. Ça appartient à une vision du monde qui est, même si c'est un outil dont on peut en tirer profit, malheureusement, on l'utilise pour détourner l'attention des gens et pour les abrutir. Ce qui fait que quand tu es dans un environnement comme le nôtre, tu vas trouver la plupart des contenus qui sont proposés, ce sont les contenus des gens qui tournent les fesses. Une fille qui vient faire les contenus qui sont proposés, ce sont les contenus des gens qui tournent les fesses. Une fille qui vient faire tu ne sais pas ce qu'elle a fait, sincèrement. Et sa vidéo n'est même pas mot. Mot, ça veut dire bien. Mais c'est ça qui vient te taper 289 000 likes sur TikTok, donc pratiquement 3 millions de vues. Elle a fait quoi? TikTok a fait quoi comme ça? Tu vois, on donne le rythme à la médiocrité depuis en haut. Maintenant, nous nous battons pour avoir des stratégies, pour avoir des contenus efficaces. Mais je crois qu'il y a une volonté. La volonté doit davantage être accompagnée par les décideurs. C'est-à-dire, ceux qui ont créé les marques, ceux qui sont responsables de marques, et mieux encore, ceux qui régulent la société. Je crois que si on arrive à diminuer les proportions de ce genre de choses et qu'on refait les perceptions des gens vont accepter d'avoir du contenu éducatif pour qu'on évolue. Il y a une époque où on consommait de bonnes choses. Ça veut dire, c'est pas que le monde n'a pas toujours été comme ça. Tout ce qu'on appelle bêtises et idioties, là, ça a commencé à un moment. Ça a commencé, donc ça n'existait pas. Mais il faut bien se dire qu'on peut refaire ça. Nous connaissons tous l'histoire avec TikTok en Chine. C'est pas le même fonctionnement. Par contre, là-bas aux États-Unis, c'est autre chose.
En Afrique, c'est autre chose. Paraît-il qu'en Chine, ils ont en fait un nombre d'heures de visionnage Voilà. pour le TikTok. Voilà. Oui. Oui. Ça, je ne m'étais pas documenté dessus. La consommation, en fait, il y a tellement de surveillance là-bas, tu vois. Une application comme TikTok, les gens ont une limite et il y a beaucoup de blocage de contenu. Chez nous, on s'est approprié la technologie, mais sans la réguler. Les agences de régulation servent à ça. On ne sait pas encore si poser les vrais problèmes par rapport à la régulation. J'aime ce que le Burkina fait, par exemple, aujourd'hui. On dit automatiquement que si toi, tu viens avec un contenu trop pornographique, si TikTok ne sanctionne pas, nous, on sanctionne, on te met en prison. Wow. La conséquence, c'est quoi? C'est que ça va influencer moins de jeunes filles à être attirées par ce regard. Parce qu'il y a des jeunes filles aussi intelligentes qui sont capables d'être des directeurs marketing demain. Mais si elles croient que être une bitch et être une intellectuelle marchent bon de pair, elle va aller faire ça. Elle va être la responsable marketing demain. Elle va être la responsable marketing qu'on voit souvent dans les films là. Elle vient comme ça en mode sexy sur la table. Elle dit « Je te veux ». Tu vois? C'est comme ça qu'elle gagne ses marchés. Il faut comprendre l'éducation subliminale qui est derrière. Je peux chuter en disant, nous sommes dans une boucle d'influence extrême, grave. Une boucle d'influence qui dure depuis plus de 100 ans. Nous sommes victimes de 100 ans, 200 ans, 300 ans, 500 ans d'influence. Avant qu'une plateforme ne vienne, elle a été pensée pour nous manipuler à un niveau où vous n'imaginez même pas. Donc les gens partent, ils ont des diplômes, ils pensent qu'avoir un doctorat, ça veut dire qu'on connaît tout. Non, tu es dans la matrice, frère. Nous sommes dans la matrice. Et si maintenant le raisonnement, les gens ne sont pas suffisamment résistants et éclairés pour être lucides, pour faire face à la matrice, ils vont être embourbés. Parce que même les chefs, il y a beaucoup de chefs que nous, on est encore obligés d'aller éduquer parce que nous, on a la clairvoyance. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas les diplômes et la connaissance. Ils ont la connaissance, mais ils n'ont pas l'éthique. Ils sont dans la matrice. On les a éduqués comment? Toi, tu prends une petite fille qui a grandi devant Anna Montana. Elle a regardé Anna Montana toute la vie. Même si elle connaît bien faire la direction artistique et autres, il y a Anna Montana en elle. Ça veut dire qu'elle réfléchit, elle fait des caprices comme Anna Montana, elle tolère certains trucs comme Anna Montana, elle manifeste la légèreté d'Anna Montana. En fait, tout ça là, c'est long. On était dans une époque de novelas. Novelas. Voilà. Tout ça, on a compris. Ça résume en quelque sorte. Ouais. Tu vois? En fait, il a bien touché vraiment le cœur du problème. Mais aussi, en fait, quand le bon travail est fait, il faut aussi le reconnaître. Par exemple, ici, c'est vrai, on parle d'influenceurs et tout. Et moi, j'ai beaucoup de respect pour Kanté. Avec sa web série là, Koro, qui met en fait en lumière les souffrances des aides-ménageurs. Donc, c'est vraiment en fait un influenceur social. Parce qu'il met vraiment à travers sa série, il éduque les gens, il montre la vérité cachée de notre société. Et ça, c'est vraiment un respect. Mon frère, c'est vrai, je ne te connais pas, mais vraiment, nous avons en fait du respect pour ce que tu fais. Peut-être qu'il faut donc amener les gens à comprendre que on peut davantage utiliser ça pour faire mieux. Voilà. Peut-être c'est ça la solution. Voilà, donc il y a ça. Et aussi, il faudra que les gens comprennent en fait les différentes catégories d'influence. C'est hyper important. Aujourd'hui, tu vas voir un influenceur, pas même un TikToker, dans les restos. Demain, tu vas voir dans le bâtiment. Demain, tu vas voir dans tout ce qui est plomberie. Après, demain, tu vas voir dans l'éducation. Mais mon frère, c'est un vendeur. Il tout m'a déjà dit. C'est un vendeur à tout prix. Il est sur l'écran. C'est un vendeur d'espace publicitaire. Arrivé un moment, il faudra qu'on puisse connaître vraiment, c'est ça ta ligne édito. Oui. Donc, quand une marque se lève, j'ai dit, bon, ok, je sais qu'Atom, dans tout ce qui est blogging et tout, conférences, art oratoire, je fais appel à Atom. Je sais que Mounir, il y a dans tout ce qui est design, créa, je fais appel à Mounir. Ainsi de suite, ainsi de suite. La niche, en fait. La niche. Mais il n'y a pas de niche. L'écosystème se construit. Peut-être c'est le rôle que vous avez à jouer aujourd'hui. Un programme comme celui-ci participe à ça. On essaie. Éduquer. Voilà. On essaie. Former. Voilà. On essaie, même si les gens, jusqu'à présent, n'arrivent pas à accepter vraiment, à avaler vraiment la pilule de la vérité, mais quand même, on essaie de faire le maximum. Tu sais, moi, il y a quelque chose, tout à l'heure, tu as parlé d'un mot, tu as parlé d'art oratoire, de 3 mots, je dirais, d'art oratoire. C'est quelque chose qu'on vit actuellement.
Et j'aimerais avoir aussi le point de vue d'Atom par rapport à ça. Mhm. Lui qui a fait plusieurs pays, qui se retrouve aujourd'hui au Mali, quel est son ressenti? Quel est son point de vue Mhm. lorsqu'on parle d'art oratoire Mhm. au Mali? Son point de vue de façon générale. Et est-ce qu'il a quelque chose à développer spécifiquement par rapport à ça? Je veux un peu comprendre, voir un peu quoi. D'accord. Bon, déjà, il faut noter. Moi, j'ai donné un atelier en oratoire déjà ici, Mhm. chez Simplon, Mhm. chez Simplon Mali. Mm. C'est plutôt bien passé. Et ça m'a davantage permis de comprendre qu'il y a un besoin. Mhm. Il y a un véritable besoin. Besoin déjà d'améliorer sa prise de parole pour la plupart des gens. Mhm. Besoin de bien s'exprimer. Mhm. Et mon analyse, c'est quoi? J'ai aussi fait le Tchad. Voilà. En étant au Tchad, Mhm. j'ai fait le même constat, du moins, je fais presque le même constat qu'au Mali. Mhm. Ici, on n'a pas toujours donné la parole aux gens. Mhm. Et je crois que c'est pour ça que TikTok a aussi envahi. Mhm. Parce que ce qu'ils ne peuvent pas dire en face à quelqu'un, ils vont le dire sur les réseaux sociaux. Mhm. Ok. Donc, les gens n'ont pas toujours pris la peine de parler dans les familles. Ils ont beaucoup fermé leur bouche. Et je ne dis pas qu'on doit bavarder à tout vent, mais ça participe. Mhm. Deuxième élément, c'est que nous sommes dans une société qui a été influencée par la culture linguistique française, il faut l'avouer. Lorsqu'on parle d'Afrique francophone, Mhm. nous sommes réunis par le facteur linguistique français. Mhm. Et le Mali, bien qu'on puisse le définir comme conservateur, a une limite avec le Bambara. Mhm. Le Bambara, c'est une langue pour ceux de Bamako. Je ne crois pas que dans tout le Mali, c'est comme ça. Mais le fait que les gens parlent constamment à Bambara les limite en termes de français. Moi, j'ai vu des gens qui partent à l'école ici au Mali, mais ils ne connaissent pas parler français. J'ai vu. Ils ont un bon niveau scolaire là, mais ils n'arrivent pas à s'exprimer en français. Il y a des petites confusions parfois sur les articles. Il y a des problèmes sur les prononciations de mots. Mais tout ça, c'est gérable. Nous sommes tous, en fait, nous tous, Camerounais, Gabonais, Ivoiriens et autres, on baigne dans cette culture qui n'est pas forcément la culture originelle, mais elle est la culture de l'échange et de la nécessité. C'est d'où l'importance de l'art oratoire intervient. Comment est-ce que je fais pour bien parler une langue qui m'est utile? On n'apprend pas le français par luxe, on l'apprend parce que ça va être utile. Donc, ça va m'inviter d'abord à... Il y a d'abord le savoir parler en Bambara. Ça, c'est nécessaire parce que certains, même en Bambara, ils parlent seulement. Mais l'art oratoire, c'est l'art d'agencer ce qu'on produit avec sa bouche, d'agencer son verbe. Donc, quelqu'un peut venir, il dit, bah ben, tu es en train de faire quoi? Tu vois? Baraben, tu es en train de faire quoi? C'est la différence. J'ai mis de l'art, j'ai mis du style, tu vois? Et c'est ce qu'il faut apprendre. Maintenant, les Maliens parlent en Bambara, mais les Maliens parlent le français en Bambara. C'est-à-dire que quand eux, ils veulent parler le français, eux, ils parlent ça ils parlent ça comme s'ils étaient en train de parler le Bambara. Tous les peuples font ça. Chez nous, les Bamileke, par exemple, un gars va te dire, pourquoi tu n'es pas parti chercher l'argent? L'étonne va te dire, pourquoi tu n'es pas parti chercher l'argent? Tu vois? Mais la différence entre nous et vous, c'est la façon de prononcer. Nous, on s'est vraiment approprié. Nous, on articule, on finit. Et au Mali, il y a ce petit problème-là. J'ai l'impression parfois qu'il y a une réticence vraiment par rapport à la langue française. Les gens ont peur de parler. Peur de parler peut-être parce qu'ils ont peur d'être critiqués et parce que peut-être on ne leur a pas toujours donné l'occasion de parler. Et c'est l'occasion d'inviter justement la majorité des personnes à performer dans ces secteurs-là. Je crois que si on examine même bien en Bambara, ils ont les problèmes d'art oratoire. Parce que l'art oratoire n'est pas l'art linguistique en réalité. Tu vois? Ouais. On a fait des ateliers là où on prend quelqu'un, il prononce un mot, il n'arrive pas à bien agencer les syllabes. Ça, c'est, comment on dit, ce sont les défauts phonétiques. Même les Belges, tu as écouté un Belge parler français, un Canadien parler français. Pourquoi tu n'as pas, tu ne comprends pas ce qu'il est en train de dire. Donc, même eux, la base, donc c'est pas quelque chose de spécifique ici. Mais je crois que plus ici que le problème véritable ici, c'est qu'il y a une peur d'abord et une réticence globale. Mais moi, j'aimerais inviter les gens dans ce sens, c'est une nécessité à un moment. On n'est pas trop fiers de parler français en réalité.
Mais le truc, c'est que c'est une nécessité. Si j'arrive à discuter avec vous aujourd'hui, c'est parce que on peut s'entendre dans ce code-là. Maintenant, dès qu'on s'entend dans ce code-là, on a besoin de lui pour exprimer tout ce qu'on a exprimé. On a besoin de lui pour vendre. On a besoin de lui pour convaincre. On a besoin de lui pour faire des interviews, etc. On a besoin de lui pour conquérir le monde. Parce que le Mali reste fermé, malheureusement. Le Mali reste très fermé. On ne connaît pas beaucoup de ce que les Maliens font à l'intérieur. À l'extérieur, il a fallu que je vienne pour découvrir qu'il y en a autant. Et jusqu'à aujourd'hui, j'essaie encore de m'intégrer. Et il faudrait que les gens apprennent davantage à se développer en termes d'oratoire, de prise de parole. Et j'en passe, c'est tout ce qui concerne le verbe. C'est vraiment nécessaire. Par la grâce de Dieu, peut-être on va avoir ensemble lancé des formations plus grandes pour équiper les gens. Je crois sincèrement que c'est possible. En passant, j'ai une agence dans ce domaine-là aussi. Hey, Voilà. Donc, en dehors de Voilà Moi Consulting qui est orienté marketing. Voilà, il y a aussi Vox Group qui est orienté vraiment voix. Nous, on est dans la voix, le coaching. On coach vraiment des personnes, que ce soit les politiques, ça peut être des politiques, ça peut être des pasteurs, ça peut être des entrepreneurs, tout genre, pour être efficaces dans leur prise de parole et améliorer leur verbe. D'accord. C'était la pub. Instant pub. Instant pub. C'est bien. Et aussi, aujourd'hui, au fait, quand on regarde l'écosystème, en fait, la génération montante est en train de faire du bon boulot. C'est-à-dire que chacun de son côté est en train de se donner à fond. Au fait, là, en fait, je rebondis sur récemment les clichés de Marshall Oran. Oui. Un peu sur le défilé du 22 septembre. Gars, respect, les images, vraiment, c'était impeccable. Montrer les images. Je les ai vues. N'est-ce pas? Donc, chacun de son domaine est en train vraiment de se battre à fond et tout. Et moi, je pense qu'ensemble, on se donne la main. Nous allons vraiment, en fait, éliminer en fait, tout ce qui est histoire de futilité. En fait, ça va être dur. Ça va être dur parce que c'est un combat sur le long terme. Oui. Et parce que je me suis dit aussi, par exemple, si ils vont essayer vraiment de mettre des bâtons dans nos roues parce que eux, c'est leur gagne-pain dedans. C'est que tant qu'en fait, il y a en fait, quelqu'un en face qui essaie vraiment de les arracher, c'est-à-dire que ce quota-là, c'est un problème. Il y a aussi le grand frère Infinity qui fait les matchs en direct, tu vois, un peu avec son équipe. Ils font du bon truc, ils font du bon boulot. Donc, chacun de son côté, pour résumer, chacun de son côté est vraiment en train de faire vraiment ce qu'on appelle du concret. Ouais, du concret. Voilà, notre marque déposée, en train de faire du concret. Et s'établir dans les sphères. Voilà, dans les sphères. Il y a aussi Fatmata Diawara qui est aussi en train de faire la promotion de la friperie qui est là. En fait, on a beaucoup de jeunes. Il y a des visages. Il y a des visages qui sont là. Simplon qui est en train de, à travers Yacouba Babi, former des jeunes. Et il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui sont en cours pour le développement de cette jeunesse-là. Et vraiment, nous sommes sur ce chemin. Et ensemble, nous allons y arriver. Ainsi ça va être dur, hein. Ça va être dur, mais nos ceintures sont déjà attachées, quoi. En tout cas. Le président Paul Biya, pour le citer, il y avait son discours qui m'avait beaucoup motivé en 2017. Je ne sais pas s'il avait dit motivé, mais ça m'avait alerté. Il avait dit à chaque génération, ses défis historiques. Le vôtre, il est dans le numérique. Oui. Même si, voilà, on n'a pas l'accompagnement nécessaire, au moins il y a cette compréhension-là. Et quand tu le dis, je comprends que c'est vraiment une génération. Il y a Dieu met toujours dans le cœur de chaque génération la capacité de faire les choses pour répondre aux besoins de leur époque. Et les gens éclairés, eux, ils comprennent ça. Ils ne laissent pas passer le temps comme ça. Ils font vraiment que cette génération-là comprenne que voilà ce que nous devrions vivre et voilà ce que nous pouvons apporter. Il y en a plein, il y en a plein, il y en a plein. Et il y en a plein, on ne peut pas tout citer. Un peu côté artistique, il faut voir Empire Afrique qui a donné vraiment en fait, cette voie aux artistes maliens de gagner de leurs œuvres. De monétiser. De monétiser leurs singles, leurs mixtapes, leurs albums. En fait, chacun de son côté est en train vraiment de se battre pour vraiment amener vraiment la nation vers vraiment la lumière, la perfection. Kunkan.
C'est-à-dire? Ça veut dire quoi? Ça veut dire lumière, non? Oui, lumière, oui. Non, Yelen veut dire Yélé. lumière. Yélé. Yélé veut dire lumière. Oui. Et Kunkan veut dire. Hein. Kunkan veut dire. Kukan. Ça veut dire quoi? Oh, l'expression. Oh, les voix du Kunkan. En tout cas, je vais trouver ça. Ok, il n'y a pas de souci. Donc, c'est pour te faire part que c'est vrai, dans toutes choses aussi, il faut voir en fait le bon côté des choses. Exactement. Nous sommes en train de se battre et je pense que ça ira, Inch'Allah, avec le temps. Mounir, Attends, Yes. est-ce que tu n'as pas une information spéciale pour nous? Information Peut-être tu spéciale. voudrais que s'il y a la prochaine date de Bama Connect qui a déjà été décidée. Ah, non, pour le moment, avec Bama Connect, on est en train de. On a lancé le concours parce qu'après l'événement, ce qu'on s'est dit, c'est qu'il ne faudrait pas qu'on quitte comme ça. On va laisser les gens s'exercer puisqu'on leur a donné du concret. Ils doivent aller manifester et nous apporter les résultats concrets. Donc, on a mis en jeu 1 million de francs CFA pour récompenser les différents créateurs dans 2 catégories. Intelligence artificielle, création vidéo intelligence artificielle et création de vidéos vlog. Donc, le concours est en cours. Je pense que d'ici mi-novembre, il sera achevé et on va forcément se projeter pour une édition 2. Mais entre-temps, on continue. Je reste ouvert au Mali parce que je crois qu'il y a beaucoup de choses à faire ici, que ce soit en termes de conseils, de coaching. On parlait d'art oratoire tout à l'heure. Je suis aussi très orienté sur les questions de développement personnel parce que en tant que conférencier, je donne beaucoup de conférences dans ce sens, les conférences du bas vers le haut. Et je pense que par la grâce de Dieu, dans les prochains jours, j'aurai 2-3 conférences quand même qui vont se faire au Mali. D'accord. Des formations, conférences. Il y a pas mal de choses en tout cas. Je crois qu'il y a de quoi faire sur le terrain. Ok. Et Voilà. comment te contacter? Ah, pour me contacter, ma page Facebook, du moins sur tous les réseaux sociaux, c'est UJ Alain. UJ Alain. Voilà. Ok. YOUDJEU Alain. Alain. Voilà. Ok. Donc, on ne peut pas me rater, que ce soit sur TikTok, Facebook, LinkedIn. Voilà. Je suis Ok. hyper actif. Et hyper accessible. Et hyper accessible aussi. Ça faut D'accord. l'ajouter. Voilà. Super. Du coup, quel est ton conseil pour la fin? Ou Oui, conseil et puis après Bon, on a traversé, on a évolué sur beaucoup de choses. Moi, j'encouragerais juste les gens à se connaître, à connaître leur véritable identité, à savoir qui ils sont, parce que quand tu sais qui tu es, le monde ne peut pas te bousculer ou te détourner. C'est toi qui vas modeler le monde. Aujourd'hui, on est beaucoup modélé par le monde, mais je crois que si on se connaissait, on serait moins influencé et moins mal dirigé. Donc, la connaissance, je le dis toujours, c'est dans la connexion avec Dieu. Parce que Dieu nous a créés, il nous connaît tous mieux que les autres qui sont autour de nous. Il nous connaît mieux que le coach, il nous connaît mieux que le musicien, il nous connaît mieux que le cinéaste qui te donne une vision de la vie. Donc, avec Dieu, on construit une meilleure vision de la vie. Et bien qu'on soit d'une génération qui court beaucoup, il faut beaucoup, mais vraiment beaucoup, chercher à se connecter à Dieu. Parce qu'en étant connecté à Dieu, on gagne en temps et on évite justement de perdre la route de sa destinée. Nous sommes des étoiles, nous avons des destinées à construire. Et il est important qu'on ne vienne pas sur la terre pour avoir vécu, faire un selfie, un snap et être parti. C'est pas ça le sens de la vie en fait. Tu vois, on peut twerker, on peut boire la bière, faire tout ce qu'on fait là, mais après on a construit quoi vraiment qui devait apporter et laisser quelque chose à l'humanité. Les grands noms qui ont été sur la terre, ce sont des personnes qui ont fait, on se souvient d'eux. Donc vivement qu'on se souvienne de toi et que tu marques le monde comme tu es venu le marquer. Voilà, par la grâce de Dieu. super. Super. Il n'y aura pas meilleure conclusion que celle-là. N'est-ce pas? Maintenant, quel est le mot, un seul mot, que l'on devrait retenir de tout ce que tu as dit pour que ceux-là qui ont suivi jusqu'à la fin puissent aller mettre ce mot-là en commentaire? Un mot Un mot. qui définirait tout notre échange. Ok, une expression, je dirais. Voilà. Est-ce qu'il ne peut pas prendre une phrase? On peut faire, c'est déjà que c'est un épisode spécial. Voilà. C'est pas purement Bambara, cette fois-ci c'est purement français. Donc, allons-y. Je dirais du bas vers le haut. Du bas vers le haut. Voilà, ça c'est une expression. Et je pense qu'on est tous appelés à évoluer. On est tous appelés à évoluer. Peu importe où on est toujours en bas. Et il y a un haut. Et le haut, c'est Dieu. Aller du bas vers le haut. Merci. Super. Ben. Tu as un dernier mot?
c'est juste remercier tous ceux qui nous suivent jusque-là et qui continuent de nous soutenir, que ce soit dans l'ombre ou soit de façon visible. Et rendez-vous au prochain épisode. D'accord. Ok, la team Agnafo, n'est-ce pas? Aujourd'hui, vraiment, mais aujourd'hui, on a fait vraiment toute l'émission en français. Sincèrement, parce que c'était vraiment un épisode vraiment spécial avec notre invité spécial venu du Cameroun, de Samuel Eto'o. Le continent. Du continent. 3 fois Ballon d'Or. Voilà. Et ainsi qu'à vous aussi, notre communauté. Et on se dit à très bientôt pour une autre invitée de marque. Je dis bien une invitée de marque. Donc, ciao.